Je vous propose qu'on commence doucement. Donc bienvenue à la table ronde sur les imaginaires des grottes ornées, qui va se dérouler avec Christophe Bidal, qui est directeur de la grotte Chauvet 2 Ardèche, Marc Martinez, qui est administrateur des sites préhistoriques de la vallée de la Vézère et de la grotte de Père-non-Père, donc au Centre des Monuments Nationaux, et Eduardo Palacio Pérez, qui est conservateur des grottes préhistoriques au service du patrimoine culturel du gouvernement de Cantabrie. Alors ma première question, je vais plutôt l'adresser au public. À main levée, qui a déjà visité une grotte ornée ? Ouais, pas mal quand même. Avant que j'oublie, on a des petits flyers sur toutes les grottes et les sites qui sont représentés aujourd'hui, qui sont juste au fond. Donc si vous voulez en prendre avant de partir à la fin, n'hésitez pas. Donc tout d'abord, est-ce que l'un d'entre vous peut nous expliquer, ou peut-être que chacun peut nous donner sa définition de ce qu'est une grotte ornée ? C'est la question qui tue, ça. Ah bah oui. Une grotte ornée de manière très schématique, et je pense que les deux collègues seront assez d'accord, mais je leur laisserai la parole ensuite. C'est évidemment un élément qui est non architectural par rapport à tous les ateliers que j'ai pu suivre depuis hier. Donc c'est une architecture, ce n'est pas un bâti réalisé par la main de l'homme, hein, c'est la nature qui a créé ça il y a des millions et des millions d'années. Et puis, il y a quelques dizaines de milliers d'années, des hommes, des femmes du Paléolithique supérieur sont venus, ont pris, on va dire, soin de ces endroits et sont venus exprimer, laisser des messages certes tronqués, des images, des gravures, des peintures, des sculptures dont on ignore, et à mon sens, on ignorera toujours un petit peu le sens et le contenu. Donc c'est un endroit mystérieux qui interpelle et qui a franchi les millénaires d'une manière assez extraordinaire. Eduardo ? Non, moi, je suis complètement d'accord. Et en tout cas, c'est l'addition des deux aspects, c'est-à-dire un aspect, on dirait, naturel, géologique et un aspect humain. Et la grotte, c'est surtout un espace humanisé au paléolithique, mais on peut lire un peu d'un point de vue contemporain aussi la grotte, parce qu'il y a une grotte pour chaque personne. C'est tout. Non, je suis forcément d'accord avec mes collègues. Moi, je suis sur la partie forcément plus touristique. Hein. Je suis directeur de la grotte Chauvet 2. Je suis ni préhistorique ni scientifique. Ce qui m'intéresse, c'est le décalage entre l'attente des visiteurs et la réalité quand ils visitent, et puis également leur attente. Finalement, les gens connaissent très peu cette époque-là, ont beaucoup de clichés et ressortent, alors nous c'est une réplique à un Chauvet 2, mais ressortent avec des étoiles dans les yeux, sans forcément toujours comprendre ce qu'on leur a montré. Alors, chacun va présenter ses sites, à commencer par Christophe. Hop. Et normalement... C'est là pour avancer. Ok. Donc, bonjour à tous. Alors, je suis assez agréablement surpris de ce colloque là sur 2 jours. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui me questionnent et qui va me questionner encore pendant quelques jours. Entre effectivement l'exploitation pure et dure d'un site culturel mais touristique et les techniques de médiation. Donc j'aurais dû venir avec une partie de mon équipe si j'avais su, ce serait peut-être pour la prochaine fois. Je reviens un peu en arrière, donc je ne sais pas si tout le monde connaît la grotte Chauvet 2, donc 2 parce qu'effectivement c'est une réplique. Donc la grotte originale a été découverte il y a une trentaine d'années. Le 18 décembre 1994 pour être précis. On a fait pas mal d'anniversaires ces derniers temps. Assez rapidement, elle était fermée au public, quelques mois après. Et assez rapidement également, vu la richesse de ce patrimoine, a été décidé d'en faire une réplique. Et on a ouvert au public, c'était le 25 avril, il y a 10 ans. Voilà. C'est un grand succès, puisqu'on accueille chaque année 350 000 visiteurs. Et que très honnêtement, on en refuse encore. Donc voilà, en 10 ans, plus de 3,5 millions de visiteurs. Le projet est assez, je ne vais pas dire pharaonique, mais assez volumineux. Donc c'est un syndicat mixte qui a été créé pour créer la grotte. Donc c'est un combo entre le département de l'Ardèche et la région. Et depuis 2012, une convention, donc une délégation de service public, a été signée avec le groupe Kléber-Roussillon, pour lequel je travaille. Donc 3 ans avant l'ouverture. Donc le groupe Kléber aussi, vous vouliez parler d'organisation, malheureusement, j'ai peut-être pas fait. Ah, je suis allé trop vite, pardon. Hop.
Ouais, je n'ai pas eu le temps de le travailler. Donc là, c'est l'organisation de la grotte Chauvet 2. Donc 350 000 visiteurs, ça commence à faire un beau site. Donc forcément, on a du staff derrière. Hein. On est 36 permanents. On a également un restaurant qui est sous-traité, donc où ils sont 6. On monte sur l'été. Enfin, l'année dernière, en 2024, on était une centaine de salariés sur la partie grotte et plus d'une vingtaine sur la partie restauration. Donc comme je vous le disais, on fait partie d'un groupe qui s'appelle Kléber-Roussillon. Donc c'est un groupe privé qui gère une douzaine de sites culturels. Donc il y a les historiques, hein, le château de Castelnau en Dordogne, le jardin de Marquessac, alors c'est plus le mémorial, mais le domaine de la bataille de Waterloo, la grotte Cosquer qui est ouvert il y a 2 ans, le domaine de Sussignon en Bretagne où j'étais justement avant. Donc notre savoir-faire, c'est de gérer le site, c'est aussi de l'animer pour accueillir de plus en plus de public et de faire en sorte que ces publics qu'on accueille soient très satisfaits et repartent avec un grand sourire. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on est en plein milieu de l'Ardèche, donc dans un territoire très rural. Et ce qui surprend la plupart de nos visiteurs, parce que en venant en Ardèche, ils s'attendent à visiter forcément une grotte, bien souvent qu'une grotte, donc ils pensent faire la visite en 1 heure, 1 heure et quart, et avec très peu d'infrastructures. Or, on a un parc d'une quinzaine d'hectares, on gère un peu plus, mais ce qu'on appelle la Missoudoite, c'est une quinzaine d'hectares. On a pas mal de bâtiments, donc on a une galerie qu'on appelle de l'Orignacien, donc on va dire un centre d'interprétation. On a la grotte ornée, donc qui est la plus grande réplique du monde. On a des espaces d'exposition. Là, on a un vidéo mapping qui va tourner jusqu'à fin mai, et après, on va accueillir l'exposition qui est en ce moment à la Villette, Chauvet l'aventure scientifique. On a des beaux espaces scolaires, pédagogiques, et on a depuis 2 ans et demi, un centre de conférence, donc avec un auditorium de 240 places et des salles de sous-commission. Donc on est en plein milieu de la Pampa, comme je le disais, mais finalement on n'est pas très loin de grands bassins de population, que ce soit Lyon, que ce soit Saint-Étienne, que ce soit Avignon, Orange-Nîmes, avec aussi des gros sites à côté, avec lesquels on essaye de travailler. Chacun a un peu son histoire à raconter. Donc les passerelles sont faites, mais ils ne sont pas très actifs sur les échanges de visiteurs. Ouais, des fois ça va. Merci beaucoup. Ah, trop loin. Ouais, alors on est situé à Vallon-Pont d'Arc, donc c'est vraiment une petite commune avec un grand delta entre l'hiver et l'été. On est noir de monde pendant l'été et c'est très calme pendant l'hiver. On n'est pas loin d'un site géologique majeur également, donc le Pont d'Arc. D'ailleurs, la grotte originale a été découverte juste à côté. Donc c'est ce que je vous disais, on a ouvert au public il y a une dizaine d'années. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est assez bluffant. Alors ça ne marche pas à tous les coups, mais effectivement, on a vraiment l'impression, à un moment dans sa visite, d'être dans une grotte, je ne vais pas dire originale, mais pas loin, la magie opère. Et j'expliquais, hein, j'ai eu la chance de visiter la vraie grotte il y a 1 mois à peu près. Ça ne ressemble pas du tout, mais par contre, la qualité des peintures à Chauvet 2 est quand même assez extraordinaire. Enfin, il y a le chef-d'œuvre qu'on raconte, et puis finalement, le projet est en lui-même aussi un chef-d'œuvre. Ouais, non, c'est bon. Ça, c'est quelques exemples des peintures pariétales qui ont été refaites sur Chauvet 2. On a, je crois, plus de 300 animaux, si je ne dis pas de bêtises. On a des animaux qu'on retrouve dans aucune autre grotte ornée. Je pense au hibou, un bœuf musqué également. On a des points paumes, on a des dessins au charbon ou à l'ocre. On a également des gravures, voilà, donc c'est très riche. Et comme je vous le disais, vu que j'ai visité la vraie grotte, on a vraiment l'impression d'une mise en avant. Encore une fois, c'est beaucoup d'interrogations. Les Aurignaciens, il y a moins de 36 000 ans, mais on a l'impression d'un vrai spectacle, c'est-à-dire on commence par des peintures qu'on retrouve dans d'autres grottes ornées, et plus ça va, plus on arrive sur des panneaux qui sont juste extraordinaires. Donc les 2 derniers, parce que je crois que vous m'avez posé la question, qui marchent forcément à tous les coups avec moi, mais avec à peu près tous les visiteurs, c'est les panneaux des chevaux qu'on voit en bas à gauche. Et puis ce qui a fait un peu l'image de Chauvet 2, le panneau des lions. Voilà, il y a vraiment une sorte de 3D. On a l'impression d'avoir vraiment du mouvement. Enfin, c'est des détails qui sont juste extraordinaires. Donc pour développer le site, oui, on fait forcément plein de choses. Donc encore une fois, ce que je vous disais, c'est très intéressant depuis 2 jours ce que j'écoute. Donc on a nos classiques, forcément. On fait des visites guidées. D'ailleurs, on faisait que des visites guidées depuis l'ouverture. Depuis le mois d'avril, on est passé sur un système mixte de visites guidées ou de visites audio guidées, au choix pour les visiteurs. Et on a pris les mêmes casques que vous avez ici à l'hôtel de la Marine. Une petite évolution, nous on appelle ça des slides. Ce qui nous a permis, en tout cas depuis 1 mois, c'est que 1 mois, mais enfin on a quand même déjà des statistiques, de mieux accueillir les visiteurs étrangers.
Chauvet 2, c'est en 2024, je crois 16% seulement de visiteurs étrangers. Alors c'est déjà pas mal pour pas mal de sites. Mais en Ardèche, on sait que l'hébergement marchand, ça monte à plus de 40%. Donc une visite guidée forcément en français, même si on avait des traductions, ça limite. On joue aussi beaucoup sur le fait qu'on ait des publics très familles. Donc une visite guidée obligatoire limite quand vous avez des jeunes enfants. Donc on est en train de voir que ça a l'air de fonctionner. Donc le système, c'est visite audio guidée en 5 langues, donc français, espagnol, hollandais, anglais, allemand. Dans chaque langue, on a une version adulte et une version enfant. Ça aussi, c'est une première. Et en français, on a 2 versions adultes, donc une version, on va dire, classique et une version pour ceux qui connaissent déjà Chauvet. On a 85% de primo-visiteurs, mais on essaie aussi de réattirer les locaux. Et puis on a 2 scénarios pour les versions enfants, donc une 3-6 ans qui marche du feu de Dieu. Les gens sont vraiment contents, c'est plus un conte qu'on leur raconte, et une version pour les 7-11. Donc on continue forcément nos visites guidées qui a fait la force de Chauvet. Et on se permet également de faire des visites prestige, donc des visites sous à la torche, des visites, je ne sais pas, la femme dans la préhistoire, des visites un peu plus longues, parce que c'était des réelles demandes de nos visiteurs. Ça permet également, depuis un peu plus d'1 mois, de ressortir ce qu'on appelait les guides, mais pour moi, ce sont des médiateurs de la grotte, et de mettre le paquet aussi sur les périodes scolaires, mais pas que, sur d'autres animations ou d'autres ateliers. Donc petit à petit, on se fait la main, mais voilà, on a des classiques, on peut faire du feu. On est en train d'agrandir le campement paléolithique. D'ailleurs, on a fait un mini-campement également. On a une grotte atelier sur site, donc on a fait une copie de la copie. Donc les gens peuvent s'exercer à l'art pariétal. Et je le disais tout à l'heure, on a un centre de conférences, donc on peut faire également soit des conférences avec des scientifiques, soit on s'est amusé pendant l'été également à projeter des dessins animés autour de la préhistoire. Donc on a fait Croman, on a d'autres idées comme ça. On sait aussi, en tout cas l'année dernière, c'est les chronos qu'on faisait. Les gens passent quand même 4 heures sur site. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est des axes d'amélioration sur Chauvet. Je vous disais tout à l'heure, les gens pensent venir à une grotte. D'ailleurs, c'est un peu les problèmes qu'on peut avoir régulièrement, c'est que les gens pensent faire une vraie grotte géologique ou faire la vraie grotte Chauvet 2 et pensent bien souvent faire une visite que d'1 heure. Non, chez nous, c'est quasiment 4 heures de visite. C'est presque un parc, on va dire, pas d'attraction, mais un parc culturel. Donc je vous le disais tout à l'heure, on a également de la restauration ouverte toute l'année, on a une sandwicherie, on a même un glacier avec le champion de France des glaces sur site. Donc je vous disais 350 000 visiteurs, mais c'est vrai que l'année dernière, on a même poussé jusqu'à presque 365 000. Tout simplement, on a fait également des nocturnes, des soirées, et ça nous a permis d'avoir plus de créneaux à proposer. On est d'ailleurs sur une visite horodatée, donc on a des créneaux avec des jauges, donc d'accueillir un peu plus de monde. Moi, je suis persuadé que Chauvet, si on continue ce qu'on essaie de mettre en place, dans 2-3 ans, on passe les 400 000 visiteurs. Alors on essaye quand même, je parle beaucoup de fréquentation parce que je suis directeur d'exploitation, mais on essaie de trouver l'équilibre entre faire venir plus de monde, parce que quand on refuse du monde, forcément, ça fait des déçus, mais en gardant un niveau d'exigence sur la qualité de nos visites. Voilà, ça, c'est l'équilibre qu'on essaie de trouver. Merci. Ça c'est pour moi le plus beau panneau, mais bon, chacun après voit ce qu'il veut. J'expliquais que j'avais eu la chance de visiter la grotte originale. Donc, comme je le disais, notre production est juste magnifique, mais c'est vrai quand vous êtes sur les vrais dessins et que vous arrivez à imaginer ce qui n'est pas forcément évident, qu'ils ont 36 000 ans, c'est un grand moment d'émotion. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question tout d'abord. Les audio-guides, donc c'est les mêmes casques à l'hôtel de la Marine, c'est ça ? Et ils se déclenchent automatiquement aux stations ou il y a quelque chose à faire ? Oui, ils se déclenchent automatiquement. C'est presque les mêmes, parce que je crois que vous, c'était RSF, une société qui était de Toulouse, donc qui a été rachetée par Tonnevel. C'était intéressant, d'ailleurs, hier, il y avait une conférence dessus. Ils sont un peu plus simples, donc un peu moins coûteux. On ne cherchait pas le son un peu dimensionnel que vous avez. Oui, c'est du déclenchement automatique, ce qui permet effectivement que personne ne touche au paramétrage. Ça fonctionne bien. On a, comme tous les sites, quelques soucis techniques, mais depuis la mise en place, finalement, très peu. Comme on a un peu le temps, c'est plutôt confortable. Est-ce que déjà, vous avez des questions à poser au sujet de la grotte Chauvet 2 Ardèche ? Ou alors, on continue. Bon, on continue. Ok. Bien, alors là, on va rentrer dans une autre
une autre dimension. En fait, moi, j'ai toujours impressionné, Christophe, par les chiffres que tu viens de donner, les moyens extraordinaires, et puis l'intérêt de la réplique de la grotte Chauvet pour le plus grand nombre. Là, on va passer donc sur une présentation de sites préhistoriques originaux. Donc moi, je suis l'administrateur de la circonscription des sites préhistoriques Vallée-Vézère et Grotte de Père-non-Père. Je suis archéologue, préhistorien, plutôt spécialisé en conservation des grottes ornées originales, en fait. Voilà. Mais l'intérêt, c'est pas pour critiquer les restitutions et les facsimilés, mais je suis persuadé, et on en parlera certainement tout à l'heure, de l'intérêt majeur d'une autre forme de médiation dans d'autres endroits que les endroits originaux. En fait. Alors, la circonscription des sites préhistoriques Vallée-Vézère, bien sûr, dépend du Centre des Monuments Nationaux. Je crois qu'il y a quelques personnes connues dans la salle qui connaissent bien évidemment cet établissement public administratif qui est sous tutelle du ministère de la Culture. C'est le premier opérateur culturel, le culturel et touristique, avec 11 millions, même plus de 11 millions de visiteurs, avec des sites patrimoniaux exceptionnels. Voilà, Carcassonne, puisque je vois des amis de Carcassonne, enfin c'est pour ça que je les cite en premier, le Mont-Saint-Michel, Notre-Dame, et bien sûr l'Hôtel de la Marine qui accueille ce colloque aujourd'hui. Et donc des époques différentes qui vont, donc bien sûr, ce qui nous intéresse en ce moment, du paléolithique jusqu'à l'architecture contemporaine ou l'art contemporain en lui-même. Et donc des équipes qui se partagent entre le siège à Paris, à l'hôtel de Sully, et dans les monuments. Donc vous voyez une carte qui indique l'ensemble des sites que le Centre des Monuments Nationaux gère sur l'ensemble du territoire national. Alors nos missions, ça c'est important de le signaler, elles sont au nombre de 4, et donc la première, évidemment, et ça parfois on l'oublie assez souvent, c'est la conservation, des monuments. Et donc leur entretien et conservation, ça va de pair, mais moi j'aime bien mettre conservation en premier, et la restauration pour des monuments où la restauration peut se réaliser, ce qui n'est pas le cas évidemment dans les grottes ornées du Paléolithique. Voilà. Les ouvrir au plus grand nombre. Alors là aussi, il y a toujours une exception pour les sites préhistoriques, parce que lier la conservation avec une surfréquentation, c'est quand même assez problématique. Donc nous, on a plutôt tendance à diminuer le nombre de visiteurs plutôt qu'à l'augmenter. Et donc là aussi, un intérêt peut-être de trouver une autre forme de médiation autour de ces sites patrimoniaux exceptionnels. Les animer, bien sûr, au travers de 400 manifestations culturelles par an, et les promouvoir, ce que nous faisons un petit peu en ce moment. Donc pour que vous ayez une idée de l'implantation sur le territoire de cette circonscription, donc les sites préhistoriques Vallée-Vézère se situent évidemment en Dordogne, dans le Périgord. Donc c'est une circonscription qui comprend 17 monuments. C'est la plus grosse circonscription du Centre des Monuments Nationaux. Je ne sais pas si je les cite tous, déjà si je vais les mémoriser, mais les plus importants en tout cas, Grotte de Fond-de-Gaume, Combarel 1, 2 et 3, puisqu'il y a trois cavités à Combarel. L'abri du Cap Blanc, l'abri du Poisson, ce sont des abris sculptés, les gisements préhistoriques de Logeriotte, de la Ferracie, de la Micoque, et je vais en oublier, ça c'est évident. 2 sites viennent d'être acquis par le ministère de la Culture et remis en dotation au Centre des Monuments Nationaux, l'abri Cro-Magnon, que tout le monde connaît au moins le nom, et la grotte du Sorcier, justement aux Hésies également. Il y a aussi l'abri Chancelade à côté de Périgueux, qui n'est pas ouvert au public par contre, et la grotte de Teija, qui se situe dans le nord du département. Une grotte magnifique mais fermée pour des problématiques de sécurité. J'en ai oublié un, mais bon, c'est pas important, et surtout que je n'oublie pas la grotte de Père-non-Père qui, elle, se situe en Gironde. Vous voyez, on est à 2 heures de route de la vallée de la Vézère. Une toute petite grotte à 30 km de Bordeaux, mais qui est un site exceptionnel, qui appartient à la même culture que la grotte Chauvet, aussi dans l'Aurignacien, donc des gravures extrêmement anciennes, et certainement la seule, à ma connaissance, je ne crois pas qu'il y en ait en Espagne, la seule grotte ornée de l'Aurignacien ouverte au public. Voilà. Peut-être il y en a une, mais Eduardo, il va me contester tout à l'heure, ça c'est sûr. Ok, alors... Donc sur une présentation très sommaire sur la grotte de Fond-de-Gaume qui intéresse vraiment cette présentation. C'est une des dernières grottes ornées polychromes ouvertes au public en France. Je l'ai dit, située aux Hésies en Vallée-Vézère. La découverte 1901
Ce sont des sites extrêmement importants au niveau histoire de la préhistoire, puisque la reconnaissance préhistorique, la reconnaissance de l'art préhistorique a mis longtemps à se manifester. Et donc Pernod-Père, Font-de-Gaume et Combarel en font réellement partie, et les grottes espagnoles, bien évidemment, un petit peu après. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979, tout comme les autres sites que j'ai présentés tout à l'heure, sauf la Ferracie. Daté du Magdalénien, environ 15 000 ans. Alors là, nous sommes en train de faire de nouvelles datations, des datations directes, ce qui est assez exceptionnel en art pariétal, puisque nous nous sommes rendus compte, grâce à des études Raman, que certaines peintures étaient réalisées au charbon de bois, ce qu'on ne pensait pas jusqu'à présent. Et donc, on a eu des autorisations exceptionnelles pour faire des datations directes. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement, extrêmement rare. On a les résultats, mais je ne peux pas les communiquer encore, puisque voilà, la publication n'est pas réalisée, mais c'est des résultats assez surprenants, donc il va falloir certainement demander de nouvelles datations pour confirmer le tout. Mais enfin bon, voilà, j'en dis pas plus, je crois que j'en ai même dit un peu trop. Donc une longueur de 200 mètres environ, 3 galeries secondaires, voilà, une diaclose haute de 14 mètres. Je n'ai pas posé la question, mais tout à l'heure j'ai eu l'impression que plein de personnes ici avaient déjà visité des grottes. Est-ce que Font-de-Gaume, certains ou certaines l'ont visité? D'accord. Donc voilà, je ne dis pas trop d'erreurs pour l'instant, ça c'est bon. Ok. Et donc plus de 200 ornementations. Je pense que là, il y a une étude en cours qui est menée par Patrick Paillet, un chercheur du Muséum d'histoire naturelle de Paris et son équipe. Et donc je pense qu'on va certainement tripler le corpus. Donc voilà, il y a de nouvelles découvertes, donc avec des peintures, plus de, on va dire maintenant une centaine de bisons, des gravures et des graffitis modernes. Voilà, alors pour que vous ayez une idée assez précise, mais néanmoins très large, des ornementations. Donc en haut à gauche, vous voyez, ça c'est quelque chose de très typique en vallée Vézère. Ce sont des signes qu'on appelle tectiformes, en forme de toit, tout simplement. On voit les deux pentures, un mât central et puis une représentation de sol ou de plancher. Ce sont des signes assez énigmatiques qu'on trouve uniquement en Dordogne. Il y en a à la grotte des Combarel, il y en a à la grotte de Bernifal. Il y a aussi des types de signes comme ça dans les Asturies aussi, mais pas réellement des tectiformes. Mais c'est ce qu'on appelle des signes abstraits, en fait. Mais moi, j'aime bien dire abstraits pour nous, parce que je suis évidemment certain qu'ils ont une signification, mais dont on ignorera toujours le contenu. Voilà, en galerie principale, donc des représentations de bisons, cervidés, acéphales en noir. En haut à droite, bison à cornes rouges, on en parlera un petit peu plus longuement tout à l'heure, des panneaux de cervidés aussi, de rennes cachés par des voiles de calcite, des graffitis. Alors ça, c'est une des particularités de cette grotte, il y a des graffitis du 19e siècle en fait, ce qui veut dire que des hommes sont rentrés dans cette grotte. C'était un petit peu le terrain de jeu des enfants du village. Ils sont venus sur des magnifiques bisons mettre leur nom, des dates, etc. Bon, dans des galeries, vous voyez ça, c'est dans une galerie, au fond de la galerie latérale, en fait, il y a aussi des inscriptions. Il faut y aller là, dans cet endroit-là. Je crois que Morgane connaît bien, parce qu'il y a une chatière, je ne sais pas s'il y en a qui ont fait de la spéléo parmi vous, qui fait 27 cm, donc il faut passer dans les 27 cm. Les paléolithiques l'ont fait, et puis les hommes et les femmes, parce qu'il y a aussi des filles, des lycéennes, je crois, du lycée de Périgueux, qui sont venues marquer leur nom et ont aussi franchi cette chatière. Alors des graffitis, ça paraît toujours bizarre. Moi, évidemment, ça a altéré les représentations, mais je me dis, soyons positifs, dans 15 000 ans aussi, on viendra voir les graffitis de la grotte de Font-de-Gaume qui prendront du coup une autre dimension. Voilà. Et puis le panneau des rennes affrontées, qui est une image assez connue, avec un renne mâle à gauche et une femelle à droite, et le renne mâle, on ne voit pas trop la tête parce que le cliché est très difficile, qui lèche un petit peu le front de la femelle. Voilà, donc on parlait de conservation tout à l'heure et de fréquentation. Donc vous voyez, c'est 13 personnes par visite. Ce sont vraiment des groupes extrêmement restreints, 6 visites par jour, donc ça fait 78 personnes au quotidien, avec un temps de passage de 30 minutes. Donc vous voyez, c'est les médiateurs là-bas, font un travail de présentation, mais 30 minutes dans une cavité comme ça, avec, vous l'imaginez, un nombre de questions assez conséquent, c'est quand même pas facile. Et moi, j'aime bien leur rendre hommage, parce que c'est quand même assez difficile et parfois frustrant un peu de ne pas pouvoir répondre devant des œuvres d'art, mais bon, ils prennent toujours un temps pour pouvoir répondre à l'extérieur. Donc des visites commentées, bien sûr, français, anglais, des visites approfondies qui, elles, vont durer un petit peu plus longtemps.
en période hivernale, et là on peut passer sur un créneau d'une heure, une heure et demie. Donc là il y a des échanges qui sont beaucoup plus intéressants, et évidemment des ateliers en liaison avec l'art pariétal. Donc une fréquentation par rapport aux chiffres énoncés tout à l'heure, qui va paraître peut-être 17 800 visiteurs par an, donc c'est relativement bas, même très bas par rapport au facsimilé de Chauvet. Pour que vous ayez une idée précise, à la fin des années 70, au début des années 70, 1970 bien sûr, donc peu de temps après la fermeture de la grotte de Lascaux, l'original qui a fermé en 1963, il pouvait y avoir à Font-de-Gaume jusqu'à 1500 personnes par jour. Donc voilà, donc, vous voyez aujourd'hui 78, vous voyez toute cette prise de conscience qui a été réalisée à partir des grosses problématiques de conservation à Lascaux, et donc diminuer progressivement le nombre de visiteurs. Là, je pense qu'on n'ira pas plus bas, puisque maintenant la grotte arrive à supporter ce nombre de visiteurs qui n'est pas très conséquent et sans problème majeur pour la conservation. Voilà, et donc le profil de visiteurs, bien sûr, des amateurs de préhistoire, des grands publics, familles, des groupes, etc. Bon, ça, c'est les fréquentations classiques, avec quand même une proportion assez conséquente d'étrangers, 30%, puisque en Vallée-Vézère, en Périgord, il y a beaucoup d'anglo-saxons qui viennent, qui ont souvent des résidences secondaires, et qui sont aussi un public vraiment spécialisé en préhistoire et qui adore ça. Ok, donc ma figuration préférée, bon, pour embêter Morgane, j'en ai mis deux, donc voilà, donc j'ai gardé la sienne quand même, qui est un... Alors, vous avez vu, il y a des œuvres, tout à l'heure Christophe a présenté les œuvres magistrales de Chauvet, vous avez vu aussi des belles figures à Font-de-Gaume, et puis ce petit bonhomme, en fait, cette petite tête de bonhomme qui peut paraître assez schématique comme ça, mais qui est assez forte en fait au point de vue émotionnel. Elle se situe dans une zone où le grand public ne va pas, ça s'appelle le diverticule terminal, c'est une zone très étroite en fait. Et en fait, on se retrouve à un moment, donc il faut faire attention à ne pas toucher les parois, et à peu près à la moitié de ce diverticule, pour quelqu'un qui fait une taille moyenne, on va dire 1m65, 70, on se trouve face à face avec ce visage, comme ça, on est à peu près à cette distance-là par rapport à ma main. Et en tout cas, moi, c'est toujours un choc quand je vois cette figure. J'ai la chance de la voir assez fréquemment. Et l'autre figure, c'est ce bison à cornes rouges, parce que c'est assez atypique d'avoir des cornes représentées comme ça. Et ce qu'il y a de particulier, je ne sais pas si vous le ressentez, c'est pour ça que c'était intéressant d'avoir une figuration humaine, c'est que les bisons de Font-de-Gaume sont très anthropisés, c'est-à-dire qu'ils ont presque une représentation de tête humaine. Je ne sais pas si vous connaissez les relevés de l'abbé Breuil. Et en fait, c'est vraiment fantastique. Vous voyez, sur ce bison, si vous transposez l'image, on peut voir un œil rond, un nez, une barbe, un menton. Et ça apparaît très souvent sur les figurations de bisons de Font-de-Gaume. Voilà pourquoi j'ai choisi ces deux images. Est-ce que tu peux nous rappeler qui est l'abbé Breuil ? Et moi, ce que je trouve assez fou, c'est que les médiateurs utilisent souvent en fait ces tracés de l'abbé Breuil pour expliquer au public. Tu peux nous en parler un peu ? Alors l'abbé Breuil, on l'appelait le pape de la préhistoire, c'est un peu d'actualité en ce moment. C'était une autre période, le pape de la préhistoire, et qui est un des préhistoriens qui a étudié pratiquement toutes les grottes. Il est mort en 1961, mais jusqu'à sa mort, il a étudié toutes les grottes européennes et même en dehors d'Europe. Il a étudié également les grottes espagnoles. Et en fait, il est venu faire les premiers relevés de la grotte de Font-de-Gaume. Moi, j'adore l'abbé Breuil. Il est très souvent critiqué, mais c'est facile de critiquer. Surtout quand on remonte à ces époques là-bas, mais il était doué d'un coup de crayon extraordinaire. Et le problème, c'est quand on fait des relevés scientifiques, en fait, ça doit être le plus objectif possible. Alors qu'un relevé de Breuil, on sait que c'est un relevé de Breuil quand même. Il y a quand même la patte de l'artiste. Mais non, et donc tout le monde connaît l'abbé Breuil quand on s'intéresse un peu à la préhistoire. Et c'est pour ça que ces relevés servent encore aux médiateurs aujourd'hui pour pouvoir présenter de manière la plus facile possible. Parce que c'est vraiment très simple, très épuré comme relevé. Et ça permet une meilleure compréhension de cet ensemble peint de la grotte de Font-de-Gaume. Merci. Oui, ça c'est une image pendant la numérisation 3D de la grotte. 2 secondes, parce que ça c'est quand même une image assez forte aussi à laquelle je tiens. Voyez toujours le bison à cornes rouges en haut, là, vous voyez bien, moi la tête de bonhomme, je la vois carrément, la tête d'homme qu'a ce bison. Et en fait, c'est un petit clin d'œil, parce que quand on a fait la numérisation de la grotte de Font-de-Gaume, il y avait ce chien
ce robot en fait, voilà, qui est équipé d'un scanner Leica et puis d'un éclairage vraiment assez particulier. Et j'ai trouvé fascinant ce face-à-face entre une image d'il y a 15 000 ans et la modernité du monde d'aujourd'hui. Voilà, on est en plein dans le futur, en fait. C'est ça que j'aime bien avec ces deux images-là. Voilà, 15 000 aujourd'hui et puis bientôt. Avez-vous des questions à la suite de cette présentation ou alors on continue avec les grottes en Espagne? Oui, bonjour, je vous remercie pour l'intervention. Est-ce qu'on peut justement savoir un peu plus sur la numérisation de la grotte, s'il vous plaît? Alors je crois que je vais éviter la question parce que figurez-vous qu'il y a dans la salle 2 personnes qui ont activement participé à cette opération, qui ont, allez je dis tout, rampé, mis les combinaisons de spéléo, voilà, pris des stalactites dans la tête, voilà. Donc c'est Morgane qui est là, voilà, et puis Patrick qui se cache là-bas, mais on t'a vu mon gars, donc voilà. Je vous laisse la parole. Je donne à Patrick. Allez, Patrick. C'est toi qui as fait la spéléo, Morgane. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur la... D'accord. Alors l'idée du projet, en fait, qui en fait rentre dans un programme qui s'appelle CMN numérique et qui est en fait une réponse à l'appel à projet de numérisation du patrimoine et de l'architecture en fait de France 2030, donc qui a bénéficié d'une subvention de l'État. C'était en fait de tester dans quelle mesure on pouvait réutiliser un modèle 3D. Alors l'idée c'était de faire un modèle 3D de la grotte extrêmement détaillé qui pourrait, une sorte d'archive numérique qui pourrait servir pour les scientifiques pour dans 15 000 ans, on l'espère, voilà, avoir une idée de à quoi ressemblait la grotte dans 15 000 ans. Donc, et à partir de ce relevé, de ce modèle extrêmement détaillé, on voulait le réutiliser pour après en faire un support de visite à distance. Parce que comme l'a expliqué Marc, les jauges sont très limitées, très limitées, et il y a plein de gens aussi, enfin, aller dans une grotte comme ça, si vous avez des difficultés à vous déplacer, vous êtes en fauteuil roulant, vous n'entrez pas typiquement. Donc l'idée, c'était aussi pour permettre à des gens qui ne peuvent pas la visiter, de la diffuser plus largement. Donc ça, c'était le projet. Alors, à la fois pour des raisons de conservation, parce que la grotte est ouverte au public, on a limité volontairement le temps de numérisation à 5 jours. 5 jours, ce qui est extrêmement court, on ne s'en rend pas compte, puisque les autres grottes, comme Chauvet ou Lascaux, Chauvet, je pense que ça fait 10 ans qu'ils sont en train de faire des relevés dedans, de mémoire. Lascaux, je ne sais pas combien de semaines ils y ont mis. Bon, je ne peux pas parler pour l'Espagne, Eduardo, désolé, on ne connaît pas assez. Et donc, on va dire, on a utilisé beaucoup de matériel assez différent. Je ne veux pas trop rentrer dans la technique. Donc, on a utilisé donc, de la lasergrammétrie, des scanners, hein, comme on le voit, et aussi de la photogrammétrie pour avoir extrêmement de détails sur les peintures, pour pouvoir vraiment zoomer, pour aller sur le plus grand niveau de détail sur tout ce qui est ornementation. On espère que ça va être possible. Quand le modèle sera fini, oui, c'est un objectif, ça sera de le visiter. Alors après, en virtuel, si vous entendez virtuel avec un casque de réalité virtuelle, ce n'était pas le projet initialement, parce que le souhait de l'administrateur ici présent, c'est que ce soit accessible le plus largement possible, et le casque de réalité virtuelle, ce n'est pas forcément le matériel que tout le monde a à disposition. Alors après, peut-être, puisqu'en fait, une fois que le modèle est fait, techniquement, ça ne pose pas réellement de difficultés. Mais ce n'était pas l'objet au début. Juste rajouter un mot sur ce que vient de dire Patrick. C'était une visite virtuelle, bien sûr, c'est le projet qui est envisagé, mais une visite virtuelle accompagnée d'un médiateur. Ça, c'est quelque chose à laquelle je tiens énormément, que ce soit vraiment interactif, vraiment vivant.
J'en parlais hier avec quelques collègues, qu'on puisse débuter la visite de la cavité par le fond, par n'importe quel endroit, aborder des thématiques, je sais pas, les tectiformes, les bisons, les graffitis, les hommes, les femmes, voilà, etc. Mais qui est quelqu'un qui puisse répondre, qui puisse accompagner le visiteur au fur et à mesure de cette visite virtuelle. Ça, c'est quelque chose qui me semble essentiel dans cette démarche. En fait, suite à la pandémie de Covid-19, on a lancé, le CMN a lancé un programme de visite à distance qui était des visites virtuelles, on va dire classiques, avec de la photo 360 ou de la vidéo 360. Et là, on essaye d'aller vers des choses un peu plus immersives toujours. Donc c'est le projet Glanum. On pourra en parler un peu plus après. On a ce type de projet-là. Et on a aussi Fondgome, où là, l'idée, c'est de partir du modèle 3D pour faire la visite virtuelle. On n'est pas du tout sur de la photo. Et c'est là où il y a un peu de difficulté et un peu de challenge. Eduardo. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Premièrement, je voudrais remercier à Patrick, à Morgan et à toute l'organisation parce qu'il m'a donné l'opportunité de parler d'une chose que, bien sûr, j'aime bien, que c'est la rupestre paléolithique dans le nord de l'Espagne, et en particulier en Cantabrie. Et d'un autre côté, je voudrais m'excuser un peu parce que mes français c'est un peu basique, mais j'espère qu'aujourd'hui j'arriverai à m'exprimer assez d'exactitude. Et bien, je vais commencer. Je suis Eduardo Palacio et je travaille dans le centre des grottes préhistoriques de Cantabrie, dans le nord de l'Espagne. Et qu'est-ce que c'est les centres des grottes préhistoriques? C'est un établissement public sous la tutelle de la Direction générale de la culture et du patrimoine historique du gouvernement de Cantabrie. Et c'est un réseau de 7 grottes, bien sûr, avec l'art paléolithique, et les centres d'art rupestre de Cantabrie, Albert Ier de Monaco. Et ce réseau comprend les grottes de Chufín, Hornos de la Peña, El Castillo, Las Monedas, El Pendo, La Cuyalvera et Covalanas, dont 6 ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ici, je voudrais faire des petites précisions. Et, bien sûr, l'Espagne c'est un État, mais c'est un État divisé en 17 communautés autonomes. Et ce sont les communautés autonomes qui ont les compétences pour gérer les patrimoines historiques. Sauf quelques monuments qui ont, on dirait, une importance spéciale, comme la grotte d'Altamira, que c'est la grotte la plus célèbre dans l'Espagne. Et c'est pour ça que la grotte d'Altamira, ce n'est pas dans les maps, parce que ce n'est pas géré directement par le gouvernement de Cantabrie. Une autre petite précision, j'avais parlé de cette grotte, mais dans les maps, il n'y a que 6 points. Et c'est parce que où c'est les grottes de Mont Castillo, las cuevas del Monte Castillo, et là, il y a des grottes visitables, c'est-à-dire la grotte del Castillo et la grotte de las Monedas. Et quelles sont nos missions? Bien, assurer la conservation des grottes et leur entretien. La question de la restauration de l'art paléolithique, c'est une chose un peu plus complexe. Et les ouvrir au plus grand nombre, mais bien sûr avec tous les cautèles de conservation, et les promouvoir et les animer. Bien, nous sommes à Paris, dans l'hôtel de la Marine, tout le monde est d'accord, j'espère. Et il faut voyager 1021 km pour arriver à la grotte de Castillo, qui est placée dans le centre de la Cantabrie. Et là, on peut visiter aussi la grotte de las Monedas et le centre d'art rupestre de Cantabrie. Bien, je vais faire une petite présentation de la grotte del Castillo. La grotte del Castillo se situe à Puente Viesgo, c'est un petit village dans le Vallée de Paz. Et la grotte, c'est dans une petite montagne, en monte, avec environ de 40 grottes à l'intérieur, parmi lesquelles 6 ont de l'art rupestre paléolithique et 4 ont été inscrits dans la liste du patrimoine mondial, c'est-à-dire el Castillo, Chimeneas, Las Monedas et La Pasiega.
Et la grotte a été découverte en 1903 dans un contexte, on dirait, scientifique. D'un point de vue de la sociologie de la science, c'est très important parce que c'est très proche à les découvertes qui ont été faites en France, dans les Pyrénées aussi dans la Dordogne. Et la grotte a été publiée en 1951 et il y a une chose un peu problématique, mais aussi dans les grottes de Dordogne, c'est qu'à l'époque, on a fait des travaux d'aménagement à l'intérieur de la grotte pour la visite publique qu'aujourd'hui, on considérait qu'ils sont complètement fous, mais bien sûr, d'un point de vue contemporain. Et bien, la grotte a été inscrite dans la liste des patrimoines mondiaux en 2008 comme une ampliation d'une déclaration antérieure de la grotte d'Altamira qui a été faite en 1985. Et la grotte, c'est une grotte énorme, 800 mètres de longueur, et avec un grand vestibule où se trouve un site archéologique très important. Et une fois à l'intérieur de la grotte, il y a des grandes galeries qui se rejoignent dans une galerie finale, comme vous pouvez voir dans les modèles 3D. Et, bien, le site archéologique remonte à 150 000 ans et avec une séquence très complète des paléolithiques moyens et paléolithiques supérieurs. Et c'est un site très célèbre parce qu'à l'époque de Braille, a servi pour définir toute la chronologie des paléolithiques supérieurs européens. Parce que c'est un site où la conservation des sites archéologiques c'est exceptionnel, parce que les couches archéologiques sont très bien différenciées par des couches stériles de l'argile. Bien. Mais ce que c'est le plus important, c'est bien sûr l'art rupestre. L'art rupestre date de 40 000 ans à l'âge du bronze, mais la plupart des motifs appartiennent au paléolithique supérieur et à l'âge du bronze, sauf qu'une vingtaine, quelque chose comme ça. Et il y a dans les grottes plus de 10 900 motifs gravés et peints. La plupart, ce sont des motifs non figuratifs. Mais bien sûr, il y a aussi des animaux, des humains, des animaux composites, et un type de motif très caractéristique de la grotte de El Castillo, que ce sont les mains négatives. Il y a plus de 90. Et bien, ici, j'avais fait une petite sélection des images. Je voudrais mettre l'accent surtout sur les motifs non figuratifs, comme les grands disques que vous pouvez voir dans la première photo, parce que peut-être ce sont les motifs les plus anciens de la grotte, aurignaciens, vers 34 000 ans, quelque chose comme ça. Et aussi les quadrangulaires cloisonnés qui sont très proches à les tertiformes que vous avez montré, Mar, mais qui ont beaucoup de différences parce que ce sont des rectangles avec des divisions verticales et horizontales. Et aussi, vous pouvez voir des signes en forme d'éclos. On l'appelle en espagnol, c'est Braille qui l'a appelé comme ça, les campaniformes, parce qu'en espagnol, clos, c'est campana. C'est-à-dire c'est les formes d'une campana. Et c'est une chose très curieuse parce que ce type de motifs n'ont pas qu'une parallèle dans tout l'art rupestre paléolithique européen, et c'est en France, à la grotte de Garras, aux Pyrénées. Et bien sûr, il y a aussi des motifs animaux, comme ces carambissons, aussi une petite tête de biche et un grand cheval, qui sont dans un lieu très particulier de la grotte. Et à la fin, une petite tête de biche qui est gravée sur une écaille de la paroi. C'est un très bon exemple d'adaptation à... Je ne sais pas, je vais mettre... parce que je ne sais pas si tout le monde les voit. Vous pouvez regarder ici des petites oreilles. Oui ou non? Oui. L'œil avec les lacrymales. Oui. Et la bouche, la narine. Et avec un gravé strié à l'intérieur pour marquer les pélages, etc. C'est une petite tête de biche avec un détail exceptionnel.
Et bien, je vais parler un peu de la visite. La visite, bien sûr, est guidée avec un médiateur par groupe de 7 personnes, c'est-à-dire qu'ils sont des groupes très réduits et dure environ 45-50 minutes. Et les visites comprennent également une visite non guidée du centre d'art rupestre. Le prix des billets, c'est 15 €, un peu cher à mon avis. Et 3 ateliers sont proposés, la chasse, le fée et la peinture, bien sûr, avec des techniques préhistoriques. Et l'année dernière, plus de 26 000 personnes ont visité la grotte. D'un point de vue de la provenance, la plupart des personnes viennent de l'Espagne, mais il y a un 12% qui vient de l'Union européenne et un 8% qui vient du reste du monde. Et parmi les motivations pour visiter la grotte, vous pouvez voir qu'il y a une pléiade de motivations. Il y a un public cautif, que ce sont des scolaires, qui sont vers les 20%. Et la plupart des gens viennent voir la grotte dans un contexte de loisirs en général. Ils sont en vacances en Cantabrie et ils visitent la grotte parmi des autres monuments. Et il y a aussi des gens qui viennent avec des intérêts, on dirait, un peu plus concrets, un peu plus spécifiques, et surtout pour le goût de la nature ou de l'archéologie, l'art en général, l'art, l'histoire, la culture en général, et un petit part de cette personne pour la préhistoire. Et ça, c'est un petit truc que nous a fait Morgane et Patrick. Il nous a fait choisir notre figuration préférée dans la grotte. C'est une chose très difficile à la grotte de Castillo parce qu'il y a beaucoup de motifs, on dirait, intéressants, quelquefois, à mon avis, exceptionnels. Mais j'avais choisi un type de motifs qui sont les mains négatifs. Et je ne sais pas exactement pourquoi, parce que peut-être ce ne sont pas les plus beaux et ce ne sont pas les plus anciens, sont parmi les plus anciens, mais ne sont pas les plus anciens. Il y a une chose qui m'attire un peu, que c'est une définition un peu de confusion entre qu'est-ce que c'est une figuration et non, parce que c'est une part de le corps humain, mais ce n'est pas d'un point de vue, on dirait, intellectuel en figuration, parce que le procédé de les réaliser, c'est différent. C'est une empreinte, en tout cas. Mais il y a une chose que je voudrais dire, que quand je suis en phase d'humain comme ça, c'est comme être en face de quelque chose très proche d'une personne d'il y a 40 000 ans, 30 000 ans. Et ça, c'est une chose qui m'étonne, qui me touche et qui m'émeut. Et merci beaucoup et vous attends à la grotte del Castillo, bien sûr. Avez-vous des questions sur cette présentation ? Oui. C'était une question très, très basique, très générique, mais quand pour les grottes où il y a des jauges à 7 personnes, 6 personnes, comment vous faites avec les groupes scolaires et quelles sont les alternatives quand il y a des groupes qu'on va accueillir et avec des jauges comme ça? Et justement, on parlait de... Alors les murs, après j'imagine que c'est en atelier que vous les accueillez. Voilà, merci. Oui, c'est-à-dire, j'avais compris, c'était comment on organise des visites des scolaires, un peu. Oui, bien, c'est très intéressant parce qu'il y a 3 sites à visiter, c'est-à-dire la grotte del Castillo, la grotte de las Monedas et le centre d'art rupestre. Et aussi, c'est possible de faire des ateliers. Alors, quand il vient un groupe de 30 élèves, c'est possible de les diviser, de les diviser, et quelqu'un quelqu'un visite la grotte de las Monedas, les autres la grotte del Castillo et les autres le centre de l'art rupestre, et on change après. C'est ça. Bien, merci à tous les 3 pour la présentation. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui, selon vous, pousse un visiteur à venir découvrir ce type de site ? C'est une démarche qui est quand même particulière, c'est un type de monument particulier. D'ailleurs, est-ce qu'on peut appeler ça un monument ou un site patrimonial ? Je ne sais pas, mais qu'est-ce qui pousse, selon vous, un visiteur à venir découvrir les grottes ? Au
Là aussi, c'est une question qui tue, hein. Donc c'est toujours difficile. Voilà, donc j'avais parlé tout à l'heure, oui, est-ce que c'est vraiment un monument ou pas un monument? Pour moi, c'en est un, il n'y a aucun doute. Non, je crois qu'on a tous un intérêt pour la vie préhistorique, ça fait partie d'un inconscient collectif. Je ne sais pas, Cro-Magnon, ça parle à tout le monde. Peut-être certains ou certaines parmi vous ont lu Rahan, voilà, le fils des âges farouches. Moi, j'ai appris la préhistoire comme ça en lisant Rahan, mais bon, voilà, chacun sa méthode. Et puis ça fait partie, j'en parlais hier aussi avec des collègues, ça fait partie de ces mondes invisibles en fait, hein. Donc on est environné de mondes invisibles. Là, on est dans un monde souterrain. Voilà, et c'est pas une démarche anodine d'aller sous terre. Et les hommes préhistoriques, ce sont eux qui les premiers ont réalisé cette démarche et sont venus graver et peindre dans ces endroits parfois inaccessibles. Donc en fait, je pense qu'il y a cet attrait pour le mystère. Ces grottes sont souvent dans des endroits aussi fantastiques au point de vue paysage, etc. Ce sont des endroits de vacances. Très souvent, c'est ce qui, à mon avis, fait que voilà, il y a un tourisme autour de la préhistoire. Il y en a en Ardèche, Christophe en a parlé tout à l'heure, il y en a en Dordogne, il y en a en Espagne aussi. Moi, non, je dirais vraiment cette notion de mystère et de l'invisible qu'on peut rendre visible. À mon avis, d'après l'expérience qu'on a dans les grottes de Cantabrie, ce qui attire l'attention des grands publics, c'est la grotte en tant que réalité naturelle surtout, en tant qu'environnement, un environnement, on dirait, singulier pour les visiteurs, où il n'y a pas de la lumière, où les formes des roches sont surprenantes, où les spéléothèmes, c'est-à-dire les stalactites, les stalagmites, les colons, etc., ont des formes exceptionnelles, spectaculaires. Seul un petit nombre de visiteurs s'intéressent à la vie paléolithique et à l'art rupestre. Et toujours, ils sont frappés par le fait que quelque chose d'aussi complexe soit aussi ancienne. C'est une chose qui revient constamment. Et aussi, il y a une question qui revient et qui est liée à le mystère, on dirait, et c'est la question de pourquoi. C'est-à-dire pourquoi nos ancêtres ont-ils réalisé ces peintures et gravures sur les parois des grottes. Généralement, ce sont les questions que la plupart des publics font quand ils sortent de la visite. Non, c'est une très bonne question que je me pose pas tous les jours, mais pas loin. Sachant que j'ai travaillé sur d'autres sites, alors pas des grottes ornées, mais des grottes, le gouffre de Padirac, où on faisait 500 000 visiteurs, et une grotte en Bourgogne où on faisait 15 000. Donc il y a des deltas sur la fréquentation. Donc Chauvet, je sais pas, ma réflexion, il y a une notoriété quand même qui fait que ça devient quasiment un incontournable pour les visiteurs qui passent. Il y a un énorme delta quand même entre effectivement la compréhension de nos visiteurs sur le monde préhistorique, la visite et les questions qu'on a après. Alors, de temps en temps, ça nous déroute. Je pense aussi c'est des moments de partage quand même. La plupart de nos visiteurs viennent en famille. Ouais, il y a la curiosité, il y a le fait de mêler, comme vous le disiez, le mystère et puis des vraies œuvres d'art. Hein. Donc, non, c'est des questions qu'on essaie de leur poser pour mieux comprendre, mais pour l'instant, ça reste un peu... Enfin, en tout cas, le succès qu'on a à Chauvet a surpris tout le monde, les élus compris. On ne savait pas qu'on allait faire cette fréquentation, qu'on allait la maintenir dans le temps. Donc, ouais, je pense qu'il y a de la curiosité, il y a le fait que les visites aussi sont performantes, donc il y a un bouche-oreille qui se crée derrière. Et ouais, j'essaye de vous répondre, mais j'ai pas toutes les clés malheureusement. Et quels sont les aspects qui suscitent le plus de questionnements, de réactions chez les publics, et comment vous l'expliquez ? C'est difficile, là aussi, Eduardo y a un petit peu répondu, et Christophe aussi. Les questions, c'est pourquoi là est-ce que c'est vraiment des œuvres préhistoriques, hein, je reprends le discours classique du visiteur lambda. C'est pas vous qui les avez réalisées avant, ça peut arriver. Pourquoi vous faites visiter une grotte ornée originale alors qu'il y a des facsimilés ? Ça, c'est aussi un élément qui revient de manière assez fréquente. Et je suppose, voilà. Mais voilà les questions qui viennent aussi. Mais bon,
ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, est-ce que Dordo a repris cette notion de mystère, parce qu'on ne sait pas, en fait. Et une réponse des médiateurs, la réponse la plus fréquente des médiateurs aux questions posées par le grand public, c'est « je ne sais pas ». Voilà, donc là, je vais te répondre « je ne sais pas ». Est-ce que vous voyez des différences, donc ça peut être dans les réactions, les motivations de visite, des différences de perception selon les types de publics par rapport à leur origine géographique, s'ils sont à l'étranger par exemple et qui viennent visiter la grotte, sur leur âge, selon la langue aussi parlée? Oui, en Cantabrie, on n'a pas beaucoup de données sur cet aspect, mais de manière générale, c'est façon, on dirait oui, très générale. La plupart des publics nationaux, la plupart des publics espagnols qui viennent dans les grottes, les fait presque, je dirais, par hasard, dans un contexte de vacances et de loisirs. En revanche, les publics étrangers a une tendance à venir avec beaucoup d'informations préalables et avec un intérêt spécifique pour la préhistoire et l'art paléolithique. Et il existe d'ailleurs des tours opérateurs, la plupart ce sont anglo-saxons, mais il y a aussi quelques français, qui organisent des voyages spécifiques pour visiter les grottes rupestres et les musées préhistoriques. Et pas sauf à Cantabrie, aussi au Pays Basque, surtout la reproduction de la grotte de Caen, et en Asturie, parce qu'en Asturie, il y a aussi des autres grottes visitables. Et je crois que quelquefois, ces groupes organisés viennent aussi en France, à Dordogne et aux Pyrénées. Par exemple, Paul Van organise beaucoup de ce type de voyages, National Geographic, Smithsonian Museum. C'est très fréquent. Alors qu'il y a une petite différence entre le public national, qui normalement, bien sûr, sont en vacances, c'est une chose, et le public étranger qui vient avec une planification. Et avec un goût spécial, quelquefois, pour la préhistoire et pour l'art rupestre. Christophe ? Non, c'est à peu près ce que vous disiez. Enfin, on a forcément une différence entre les publics qui viennent sur les vacances scolaires, sur les ponts du mois de mai, qui viennent passer un bon moment en famille, voilà, côté très ludique. Effectivement, le reste de la saison, les ailes de saison, où ils auront un peu plus d'intérêt à venir, d'ailleurs en Ardèche, en plein milieu de l'hiver, et qui se documentent peut-être avant leur visite, enfin en tout cas qui viennent... je vais même plus loin, on a des statistiques, sur 6 mois de l'année, on fait le plein Chauvet parce qu'il y a du monde en Ardèche, et puis les 6 mois le plus calme, c'est Chauvet qui attire du monde sur le territoire. Pour les grottes françaises, c'est exactement la même démarche que pour les grottes espagnoles. Eduardo en a parlé, il y a des tours opérateurs anglo-saxons qui effectivement débitent leur périple par les grottes espagnoles, passent par la Gironde, les Pyrénées, la Gironde, la vallée de la Vézère, un vrai pèlerinage en fait, préhistorique mené par des préhistoriens assez connus. Sinon, c'est vrai, il y a énormément de fréquentation, il y a peut-être une surfréquentation, même si on est limité en été, en vallée Vézère, et beaucoup moins de visiteurs en hiver, ça c'est une constante. Et c'est vrai que c'est souvent un public familial où souvent les enfants amènent leurs parents, puisque la préhistoire est au programme, et que c'est toujours un vrai privilège de pouvoir rentrer dans ce type de monument. Et justement, je me posais la question de l'accueil des familles avec des jeunes enfants entre vos grottes et la réplique. Comment ça se passe ? Alors c'est vrai, c'est un petit peu compliqué avec des tout petits. Après, il y a des règlements de visite qui sont plus ou moins appliqués. En tout cas, pour les grottes françaises, en tout cas certaines, la visite n'est pas conseillée aux enfants de moins de 7 ans. Voilà, on n'interdit pas, mais elle n'est pas conseillée parce qu'effectivement, on est dans le noir, dans la pénombre. Parfois, les enfants ont peur et ça peut perturber la visite, ça peut perturber à la fois le médiateur, les autres visiteurs qui sont venus, qui ont payé. Donc voilà, on essaye de faire comprendre un petit peu, de le mettre. Les réservations se font en ligne, sur un site internet, donc toutes ces informations sont données en amont, bien évidemment. Après, c'est toujours délicat, on ne va pas refuser les familles qui arrivent avec des enfants. Voilà, donc là aussi, je rebondis sur l'intérêt peut-être de cette numérisation qui permettra effectivement à terme de pouvoir permettre une accessibilité à tous, enfants compris, dans cette cavité. Oui, en Cantabrie, c'est pareil. Quand il y a une famille avec des enfants très petits, normalement, on essayait de les convaincre de faire les ateliers.
et de ne pas entrer dans la grotte. Mais à la fin, au Sylvé, on ne peut pas faire grand-chose. Il entre dans la grotte. Mais les stratégies, normalement, c'est les dériver à les ateliers, parce que pour un petit enfant, c'est une chose, on dirait, plus satisfactoire de faire. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On a effectivement, quelque part, quand je vous écoute, la chance d'avoir un outil qui était adapté à toute forme de public. Donc, comme je l'ai expliqué, ça fait 10 ans qu'on faisait que de la visite guidée. Donc, on avait les mêmes problématiques, puisque la grotte n'est pas dans le noir, mais pas loin, que c'était que de la visite guidée. Donc, surtout l'été, où on était confronté à des enfants qui pleurent ou qui partent, ce qui est tout à fait normal pour un enfant. Donc, on était obligé de sortir de la visite, de faire entrer. Il y avait toute une logistique. Donc, depuis qu'on fait les tests sur cette visite audio guidée, donc je pense qu'il y aura encore des choses à améliorer pour que les gens comprennent, qu'on puisse faciliter leur choix. Mais ouais, c'est bien. Je disais tout à l'heure, on a une version enfant pour les 3-6 ans et ça marche vraiment bien. Mais c'est vrai qu'une visite de grotte géologique ou ornée, où on constitue des groupes, ouais, c'est compliqué en fonction de l'époque de l'année. Très concrètement, sur le mois de juillet-août, on faisait des groupes constitués d'une 30aine de personnes. Vous pouvez avoir plusieurs nationalités, on pouvait avoir des enfants de 3-4 ans, voire des enfants en poussette, des gens qui sont très intéressés par la préhistoire, hein, vous en parliez tout à l'heure, qui connaissent le sujet, et des néophytes le plus total, des gens qui aimeraient pouvoir faire une visite de 2 heures, et des gens qui en un quart d'heure préféreraient sortir. Voilà. Donc on table beaucoup là-dessus, nous, cette année, on verra comment ça se passe. On aura un peu plus de retour après l'été. Et par rapport à l'accessibilité sur les publics dits empêchés, comment ça se passe ? L'accessibilité, c'est toujours un peu compliqué là aussi dans ce milieu souterrain qui, par définition, est un milieu hostile, hein, donc pour des personnes dites valides. Alors, sur la grotte de Font-de-Gaume, c'est vraiment très très compliqué pour les personnes en fauteuil roulant. Je parle vraiment là d'handicap physique. Pour la grotte des Combarelles, par contre, il y a un fauteuil qui est adapté et qui peut permettre de circuler dans cette cavité. Donc ça, c'est une démarche assez intéressante. Après, sur les autres publics, là aussi, effectivement, la notion de numérisation est importante aussi à appréhender, à mettre en place à terme. Voilà, moi j'ai été fasciné par l'expérience d'Azel Rideau, où on pouvait voir, où enfin le château a été montré à distance à des enfants du Bronx, etc. Donc, ce qu'on peut empêcher, on peut considérer comme un public empêché aussi. Et donc, voilà, je pense qu'il faut miser à fond sur cette nouvelle forme de médiation, pour permettre, en tout cas dans les grottes ornées originales où l'accessibilité est difficile, puis aussi on n'est pas dans des grandes villes, on est en zone rurale, il faut y aller, il n'y a pas que le fait de rentrer dans le monument, il y a aussi le fait de se déplacer et de susciter l'intérêt aussi, et donc je pense que les nouvelles technologies permettent de susciter, de toucher un nouveau public, un public jeune qui peut-être ne serait pas nécessairement venu, ne serait peut-être pas déplacé sans cela. Oui, il faut différencier un peu entre des différents types. Par exemple, normalement, quand ce sont des problèmes de mobilité dans les grottes, c'est très difficile de faire aucune adaptation, etc. Il y a quelques grottes en Cantabrie, par exemple la grotte du Pendo et la grotte de Cuyalbera, où il y a des plateformes, alors que c'est possible de les visiter sans problème. Il y a autre type de public intéressant, et qui est très intéressé à entrer dans les grottes, que c'est le public qui a des problèmes visuels. Et parce qu'il y a toute une expérience de l'odeur, une sensibilité, etc. à l'intérieur de la grotte. Et dans les grottes où il y a des plateformes, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, nous sommes en train on dirait, accepter ou laisser passer des personnes avec des chiens guides. Seulement un par visite, okay? Parce que c'est une expérience merveilleuse, parce qu'il n'y a pas aucun problème avec les chiens. Quelquefois, c'est mieux que quelques visiteurs. Mais et nous sommes en train de, et bien sûr, dans les centres d'art rupestre, c'est tout adapté. Okay? Alors, c'est ça notre expérience, et nous sommes maintenant en faisant de nouvelles choses avec une grande association
qui s'appelle la ONCE en Espagne, et pour des personnes qui ont des problèmes visuels. Christophe, j'imagine qu'à Chauvet 2, c'est accessible partout ou pas forcément? Je vois que j'ai de la chance en fait de travailler à Chauvet 2. Oui, c'est complètement accessible et on est labellisé Tourisme Handicap. On a même un référent sur le sujet, donc on n'a pas de souci. Avez-vous une anecdote marquante à partager liée à une visite ou à un échange avec le public? Oui, alors plusieurs, forcément. Enfin, c'est les questions. Alors, on garde toujours les questions qui nous font rire, hein. Heureusement, il y a des questions beaucoup plus sérieuses, mais j'en ai noté quelques-unes. Est-ce que les préhistoriens avaient 5 doigts? Bon, pourquoi cette question? On ne sait pas. Certains aussi. Est-ce qu'il y avait des femmes à l'époque? Alors, je vous laisse réfléchir. Des questions, alors, encore une fois, pour ceux qui connaissent Chauvet, c'est quand même un vrai bâtiment architectural, hein, qui est sur le plateau du Rasal. Mais certains sont persuadés que c'est quand même une grotte. Donc on a profité de cette grotte. Encore une fois, c'est un bâtiment déstructuré. On aurait profité de cette grotte pour y refaire des dessins. Certains aussi pensent que le découvreur, donc Jean-Marie Chauvet, a fait les dessins. Donc Jean-Marie Chauvet n'a pas 36 000 ans. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Pourquoi il dessinait, on ne sait pas toujours répondre. Alors, j'étais agréablement surpris de votre PowerPoint. Nous, on n'a pas de... Il ne se dessinait pas du tout à Chauvet. Enfin, on n'a pas du tout de représentation. Donc ça les interroge énormément. Et comme vous le disiez tout à l'heure, on ne peut pas toujours répondre malheureusement aux questions. Et on a une partie aussi des visiteurs qui sont persuadés que les grottes ornées étaient à ciel ouvert. Ils ont du mal à comprendre qu'on maîtrisait forcément le feu à l'époque. Peut-être une anecdote du côté émotionnel, on va dire. Il m'avait été demandé d'accompagner un groupe de personnes handicapées à la grotte de Père-Lambert. C'était pas à Fond de Gomme cette fois-ci, donc j'avais bien sûr accepté. Et puis bon, une visite classique. On montre les gravures avec un pointeur laser, avec un discours bien sûr adapté pour c'était des enfants, hein, des adolescents. Entre 11 et 15 ans. Et donc, je montre. Et puis, il y avait à côté de moi un jeune garçon atteint de trisomie 21 et qui était tout le temps à côté de moi. Et qui, à un moment, je ne sais plus ce que je montre, une bouquetin, je ne sais pas. Et il dit, c'est beau. Bon, rien de plus banal quand on fait des visites, d'entendre le public dire, c'est extasié, c'est beau, etc. Bon, je continue la visite. Moi, ça ne me surprend pas outre mesure. Et donc, la visite se termine. Et puis je vois ce gamin qui est toujours à côté de moi. Et donc, on sort de la grotte. Et puis, je lui dis, mais qu'est-ce qui t'a plu le plus dans ces animaux? Et il me dit, le mammouth. Bon, très bien, là aussi. Voilà, ce sont des réponses assez banales, assez fréquentes. Et puis, je vois, vous savez, les groupes de personnes handicapées sont souvent accompagnés d'éducateurs, je pense que c'est le terme, et donc il y a une éducatrice qui est juste en face de moi et je sens qu'il y a un truc qui se passe, elle ne va pas très bien, et donc je lui dis mais ça va, et elle me dit ah non, là ça va pas trop parce que vous voyez, je ne sais plus comment il s'appelait, le petit gars là, ça fait 2 ans qu'il est présent dans l'institut, c'est la première fois où je l'entends parler. Donc et là ça fait un choc en fait, c'est le mot c'est beau, mammouth. Voilà, il y a eu, je ne sais pas, un déclic, et donc ça, c'est une anecdote extrêmement importante. Alors, hier, j'ai assisté à un atelier qui était consacré à, je crois, la basilique Saint-Denis, et donc il y avait des questions qui étaient posées aux gens, des visiteurs, à des habitants, et le mot, l'expression qui était la plus souvent présentée, c'était « c'est beau » également. Donc voilà, c'était un parallèle intéressant. Voilà pour cette anecdote. Moi, j'ai une petite anecdote. C'est une petite histoire qui m'a raconté un guide qui travaille dans la grotte depuis 40 ans, José Riancho. Et il m'a raconté qu'une dame avait visité la grotte del Castillo et qu'en sortant, elle lui avait demandé si c'était une vraie grotte ou une reproduction. Pour mettre, c'est une chose curieuse. Mais en tout cas, pour mettre ça en contexte, ça a été pendant les années de l'inauguration de la néocueva d'Altamira. Et
peut-être il est possible que toute la diffusion, la publicité à niveau national, etc., qui s'est fait autour de cette reproduction et de la nécessité de conserver l'art rupestre, etc., a créé une certaine confusion parmi les publics. En tout cas, quelquefois, c'est comme si le monde était à l'envers, non? Mais ça, c'est une chose intéressante parce que nous fait penser qu'est-ce que c'est vrai, faux, et qu'est-ce que c'est reproduction, qu'est-ce que c'est l'original, et tout ça. Et à l'époque, en Espagne, il y a beaucoup de réflexions sur ça. Merci. Et si vous pouviez imaginer le dispositif de médiation idéal pour votre grotte, une sorte de médiation rêvée, à quoi ça ressemblerait? Non, c'est une chose, on dirait, d'imagination un peu, non? Je ne sais pas très bien, mais ce serait un dispositif qui serait un mélange de reproduction virtuelle, c'est-à-dire de réalité virtuelle, et aussi de réalité augmentée, pour utiliser à l'intérieur de la grotte avec un guide et qui nous permettrait de voir la grotte telle qu'elle était vue par les paléolithiques, et avec les mêmes morphologies de la grotte, surtout les grottes qui ont des transformations, des aménagements, et les mêmes éclairages, et surtout les mêmes états de conservation originale des peintures. Par exemple, il y a une chose qui m'étonnait beaucoup quand je suis visité les parcs de la préhistoire de Tarascon sur l'Ariège, c'est très proche de la grotte de Nyon. Et là, il y a un panneau, la reproduction d'un panneau de la grotte de Morsolos, qui a été fait par Gilles Stosello, et que c'est boire les panneaux comme dans l'état de conservation original. C'était quand je suis allé à la grotte de Morsolas, c'est dans le panneau central. Bien, tu peux voir des peintures, tu peux voir des gravures, etc. Mais dans un état de conservation, on dirait, difficile. Mais dans la récréation, toutes les peintures ont une couleur très vive. Les gravures se voient parfaitement, sans aucune patine, etc. Alors que, à mon avis, c'est ça. C'est voir les grottes comme les paléolithiques l'avons vu. C'est là aussi encore une question difficile, Morgane, mais est-ce que la médiation idéale ou rêvée existe vraiment? Je ne sais pas, je l'espérais. Je crois qu'elles sont toutes hyper intéressantes. Moi, je rejoins Eduardo sur ce qu'il a dit, savoir avoir ce mixte, ce mélange entre la vraie grotte, voilà, une partie de reproduction, de facsimilé, et également des images en virtuel. Ça serait vraiment l'idéal. On évoquait Fondgome tout à l'heure. Ça serait vraiment bien qu'une fois la visite réalisée, la visite de la vraie grotte, on puisse sur site avoir accès aux parties non accessibles justement au public et de les voir vraiment comme si on y était. Ça serait vraiment bien. Et puis peut-être aussi, je rebondis sur ce que tu as dit, Eduardo, voir la grotte telle que les paléolithiques la voyaient, mais peut-être aussi telle qu'ils ne la voyaient pas. Voilà. Parce que, et ça c'est une expérience quand on a fait les premières images en téléportation à la Cité d'architecture du patrimoine sur Fondgome, à un moment il y a la possibilité d'avoir accès à un ascenseur, c'est-à-dire qu'on grimpe, il y a une diaclage, je l'ai dit, de près de 14 mètres, et on peut monter le long des parois pratiquement jusqu'en haut. Et je suis quasiment certain que les paléos, ils ne sont pas allés aussi haut que nous, quoi. Donc, et ça, c'est bien parce qu'on voit la grotte vraiment d'une partie supérieure. On est au-dessus des peintures, au-dessus des gravures, au-dessus des gens. Et ça, c'est vraiment idéal. Donc, si on peut arriver à réaliser ce mixte des trois, ça s'est fait à Rouffignac, la grotte de Rouffignac qui vient d'inaugurer la reproduction d'un grand plafond dans une grotte originale. Et donc, je pense qu'on est en train de s'orienter de plus en plus vers ce mélange de trois médiations différentes mais complémentaires. Ce que tu viens d'aborder, ça fait écho à la question de tout à l'heure. On était allé tester à la Cité d'architecture et du patrimoine auprès des équipes de Dassault Systèmes. Ils ont une salle qui s'appelle le Téléport, c'est juste pour remettre un peu de contexte, dans laquelle il y a tout un dispositif où on peut mettre des casques de réalité virtuelle. Et nous, on a intégré un modèle 3D, plus particulièrement un nuage de points, donc c'est ce qui est issu du scan.
Bon, ça fait une image un peu toute pixelisée, mais c'est normal. Et on s'est promené dans la grotte, et c'est vrai qu'il y avait des espèces de plateformes où on pouvait monter. Peut-être tu peux nous rappeler ce qu'est une diaclase ? Ça te semble évident, ça l'est peut-être pas. C'est une grande fissure dans la partie supérieure, en fait, qui est à l'origine de la formation géologique de la grotte, en fait. Donc c'est une fente dans la cavité. C'est par là où les eaux d'infiltration ont circulé sur le calcaire, sont en faisant simple, venus dissoudre cette partie la plus tendre du calcaire et former la grotte telle qu'elle est présente aujourd'hui. Voilà. Merci. Et c'est vrai que c'était assez impressionnant comme expérience. Bon, je ne pense pas qu'il y ait une seule forme de médiation. Encore une fois, nous, on en parle depuis tout à l'heure, on est une réplique, donc on a beaucoup d'atouts. Ce qui manquerait justement à Chauvet, c'est de pouvoir visiter aussi la vraie, de pouvoir faire cette proposition-là. Ce qu'on essaie de mettre en place, c'est des vrais programmes d'animation, c'est-à-dire sur une journée type des vacances d'été ou vacances d'avril, quand on commence à avoir de la fréquentation, c'est pas avoir qu'une médiation, c'est vraiment avoir un choix, avoir un vrai programme, que les visiteurs puissent passer la demi-journée, voire plus. Je pense qu'il nous reste encore à progresser sur les à côté. On a commencé à faire des soirées, on pourrait faire des shows, on pourrait faire des choses un peu plus costumées, un peu plus ludiques, parce que tout ce qui est médiation traditionnelle, je pense qu'on le maîtrise. On a des équipes quand même assez nombreuses à Chauvet. On a une quinzaine de médiateurs à l'année, ils montent à plus de 50 sur l'été. Donc voilà, faire des visites guidées, des ateliers, on sait faire. Maintenant, oui, c'est peut-être de se diversifier. C'est de rechercher la nouveauté, c'est important de communiquer sur la nouveauté, sur les sites touristiques. Il ne faut pas s'endormir. Donc pour moi, il n'y a pas une seule forme de médiation, il y en a plusieurs et il faut se creuser la tête d'une année sur l'autre. Et là, c'est une question très, très vaste et encore pas très sympa, je suis désolée. Pourquoi ces grottes ou les répliques de grottes sont-elles ouvertes au public finalement ? Et selon vous, quelles perspectives s'ouvrent pour leur avenir ? Décidément, Morgane. Pourquoi elles sont ouvertes au public ? Ça, c'est mon avis. Je ne sais pas si Eduardo le partagera, mais tant qu'on peut ouvrir des grottes ornées originales en maintenant un taux de conservation à 500%, il faut continuer à le faire parce que c'est pas par rapport à Christophe, mais au facsimilé, mais rien ne remplacera l'original. Voilà, je le dis de manière un peu brute, et j'adore Chauvet 2 et Lascaux 4. Mais voilà, tant qu'on peut ouvrir des grottes ornées avec ces jauges, etc., avec toutes les stations climato que nous avons et que nous installons dans les grottes et qui nous donnent à l'instant T l'état de santé de la cavité, je pense qu'il faut le faire parce que sinon c'est privilégier uniquement les chercheurs. Je fais aussi de la recherche et donc parfois les chercheurs ont cette vision un petit peu du grand public qui est stéréotypée et j'ai souvent des accrochages avec eux, enfin des accrochages amicaux, mais bon, voilà, je ne suis pas assez d'accord. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment ouvrir ces grottes ornées en y faisant extrêmement attention, de les complémenter avec de la visite virtuelle, avec du facsimilé, etc. Mais tant qu'on peut le faire, sans pour autant parler de privilège, voilà, parce que souvent on dit oui, c'est un privilège de visiter une grotte ornée. Non, il suffit parfois de s'inscrire, parfois longtemps en avance, mais bon, il suffit aussi d'y aller. Mais non, je crois qu'il faut le faire, il faut continuer. Voilà. Mais ça nous engage aussi à maintenir tout un tas de systèmes technologiques, de conservation, de sondes à l'intérieur, donc d'y veiller, d'avoir les moyens financiers qui permettent de continuer tout ça à mettre en œuvre. Donc vous voyez, ce sont des chaînes voilà, continues, mais voilà, oui. Ouvrons les grottes préhistoriques, en tout cas celles qui ont été découvertes, celles qui ont été déjà... Il est évident que Chauvet ne sera jamais ouvert au public, que Cussac en Dordogne ne sera jamais ouvert au public, que Cosquer ne sera jamais ouvert au public, et là vraiment les facsimilés jouent leur rôle, ou les visites numériques à 100%. Oui, je suis presque complètement d'accord, mais en tout cas... en Espagne, je suppose qu'en France, c'est pareil. Les grottes, ou quelques grottes sont ouvertes au public, car c'est un droit des citoyens de profiter et connaître ces patrimoniaux, quelquefois universels.
et en tenant toujours en compte les impératifs de la conservation. Et ça, c'est les premières choses. Et à mon avis, c'est la politique qu'a développé le gouvernement de Cantabrie. Et c'est possible de montrer certaines grottes selon des critères de conservation très rigoureux, spécialement les grottes qui ont été historiquement ouvertes. Alors, les grottes qui ont été récemment découvertes, comme la grotte de la Rarma, que c'est une cave très pareille à la grotte de Chauvet, et bien sûr non, parce que c'est impossible de faire ces grottes visitables pour la conservation, mais aussi parce que le sol est complètement couvert de restes archéologiques, etc. Alors c'est impossible, c'est comme à Coussac, etc. Mais en tout cas, l'idée générale, c'est de maintenir quelques grottes ouvertes, c'est-à-dire pour avoir un petit échantillon de grottes que les citoyens peuvent profiter et connaître. Non, j'aurais bien dit, pour me moquer un peu de vous, non, il faut les fermer, je récupérais de la clientèle, mais ce que je disais, on refuse. Non, tout bêtement, c'est une vraie demande, et tant mieux. Le jour où les gens ne s'intéresseront pas au patrimoine de la culture, il y aura peut-être des questions à se poser. Donc, et je trouve, pour rebondir sur ce que vous disiez, oui, Chauvet est complémentaire des grottes ornées originales et vice-versa. Enfin, non, ouvrons. Bien, je vous propose sans contexte, de visionner une vidéo qui dure 1 minute et on en parle après. Alors. The project's called The Cave. It's a video opera with 8 incredible singers from all over the world. I took them down into the cave individually, and we see the singers seeing the paintings for the very first time, and so we kind of feel the frisson. They then arrive at these specific acoustic sweet spots that I found. And so you see the singers gradually tuning themselves into the note of the cave until their voice expands way beyond their body and starts to fill the cave. To each of those singers, I asked them, what is the first thing that you ever sung? You know, it's like this deeply embedded piece of musical DNA. Marc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet? Cette réalisation, parce que maintenant ça a été réalisé, ça a été présenté. Les images que Morgane a présentées là viennent de la Biennale de Lyon, en fait, l'été dernier jusqu'à début janvier 2025. En quelques mots, ça va être dur. Moi, j'ai été sollicité, c'était en plein Covid, donc un artiste plasticien, Oliver Beer, que vous avez vu là, qui me dit, c'était dans le cadre de Monde Nouveau, c'était pour aider les artistes contemporains après la pandémie. Et il me contacte en me disant, voilà, j'aimerais faire un opéra vidéo à fond de gomme parce que je suis fasciné par les grottes préhistoriques. Et donc, alors là, moi, j'ai un peu peur parce que je dis, voilà, on va faire un opéra vidéo dans une grotte. Voilà, il n'est jamais venu, il ne sait pas ce que c'est, on ne va pas accueillir 5000 personnes dans la cavité. Enfin, voilà, on est très souvent sollicité par des artistes, donc il faut être très, très vigilant. Mais moi, j'adore. Donc, je le reçois, il vient d'Angleterre, donc voilà. Puis j'accroche vraiment avec son idée totalement atypique et surtout son respect de la cavité. Vous avez vu les images, elles sont d'une qualité époustouflante. Hein. Ce sont des images qui ont été diffusées sur 7 grands écrans. Je ne sais plus, ils font 6 mètres sur 3 de haut. Personne n'a vu? Non, je ne sais pas, au cas où, voilà. Parce qu'il y a eu un succès vraiment, vraiment important. Et donc, je dis oui. Et je prends un risque colossal, ce qui m'a valu d'avoir quelques cibles dans le dos de collègues. Enfin bon, voilà, passons. Et voilà, je prends ce risque-là, parce que c'est des équipes, je disais, de 12-13 personnes, avec des gens qui viennent filmer. Enfin, si vous avez suivi ce genre d'opération, c'est quand même assez complexe. Et donc, ils demandent à 7 chanteurs qui viennent de continents différents, de pays différents, de venir, donc chacun 2 journées. Ça s'est déroulé sur 3 ans, cette opération. Venir 2 journées comme ça. Et puis, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire.
ils ne savaient pas où ils venaient. C'est assez fantastique. Donc, il y a des gens qui venaient d'Australie, une aborigène australienne, il y a des gens qui venaient des chanteurs de très très haut niveau, hein, mais dans tout un tas de disciplines musicales différentes, hein, de l'opéra en passant par le rap, voilà, Japon, États-Unis, France, Norvège, enfin, et j'en oublie évidemment, Afrique du Nord. Et ils arrivent donc, et puis il faut monter, pour ceux qui connaissent, il y a 400 mètres à monter avant d'arriver dans la cavité. Et donc Oliver Beer leur demande, est-ce que vous avez une chanson d'enfance qui vous a marqué, dont vous vous souvenez? On a tous, hein, je crois, ici, une chanson qui nous a marqué et qu'on se trimballe comme ça tout au long de notre vie. Voilà. Alors Oliver Beer est musicien, il a ce qu'on appelle l'oreille absolue, donc il m'avait dit, la grotte de Fonte de Gaume, je ne sais plus, là, moi je ne suis pas musicien, elle sonne, non, je dis n'importe quoi, si bémol majeur, j'en sais rien, voilà. Et donc il va demander à chaque chanteur de chanter sa chanson d'enfance. Vous avez vu les petits poissons, et puis après il y a d'autres chansons que je ne connais pas, et donc de les chanter sur cette même tonalité. Parce qu'il y a des études d'archéologues, préhistoriens, qui ont déterminé que dans certaines zones de grottes ornées, il y avait une résonance particulière. Et donc aujourd'hui, évidemment, on voit que des images préhistoriques, mais bien sûr que ces images étaient accompagnées de tout un tas de choses, mais certainement de musique, hein. Les hommes préhistoriques ont inventé l'image, l'art préhistorique, mais ils ont inventé ce qu'on sait moins souvent, la musique, hein. Il y a des flûtes qui ont été découvertes, certainement des instruments de percussion, évidemment. Et donc voilà, donc ils demandent à une chanson, etc. Et puis les chanteurs ne se sont jamais vus, chacun chante sa chanson sur la même tonalité, dans différents endroits. Ce que vous avez vu, le cabinet des bisons, la galerie principale. Et puis moi j'ai assisté à toutes, c'est quand même, alors les gars ils ont chanté 15, 20, 50 fois la même chanson, après on les connaît par cœur, hein, parce qu'il y a des prises, il faut refaire les sons, etc. C'est vraiment intéressant. Et donc l'idée, mais moi je savais pas, il n'avait pas dit en fait le but, les artistes ils vont pas dévoiler effectivement leur projet à 100%. Et donc il me dit tu viens, je suis allé donc à la première là-bas, et ils ont réussi à mixer les 7 chants sur 7 écrans différents, sur la même tonalité. La chanson est différente en fait, hein. Chaque chanteur a chanté sa chanson, et ça donne une harmonie, mais alors exceptionnelle. En plus, Oliver Beer a écrit une partition dans cette même tonalité que tous les chanteurs ont repris après ensemble, et c'est fou. C'est absolument fou. Je crois que ça a été une des œuvres, peut-être pas l'œuvre, mais une des œuvres les plus consacrées de la Biennale de Lyon, où il y a eu 287 000 personnes qui, grâce à cette représentation-là, qui s'est fait hors les murs, on va dire hors les parois, en l'occurrence, hein, de la cavité, 287 000 personnes, c'est 18 ans de fréquentation à la grotte de Fonte de Gaume, quoi. Voilà. Donc c'est un petit raccourci, mais ça a permis en tout cas à des gens peut-être qui venaient voir une expression d'artiste contemporain, d'avoir accès à une grotte ornée par un autre biais, par un autre média, et de faire un lien entre l'art, la chanson, notre mémoire à nous, petits humains, par rapport aux 15 000 ans, aux 30 000 ans, aux 40 000 ans, etc. Donc voilà, c'était vraiment une super expérience. Et juste en dessous, je termine sur ça, il avait aussi l'idée de présenter des tableaux, puisque ça s'appelle résonance, en fait, son expression. Et donc, chaque son était mis sur une longueur d'onde particulière. Et après, donc, ça c'est une technique qu'il ne m'a pas dévoilée. Donc, il travaillait avec des ordinateurs, etc. Et chaque onde particulière, ça crée une injection de peinture sur des tableaux numériques. Et ça a donné des formes, une expression assez folle, en fait. Donc, je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir. Alors ça, c'est quelque chose qui sera certainement diffusé, mais il faut des espaces colossaux, hein. Là, c'est les grands locaux à Lyon, c'est des ateliers énormes. Le but, c'était de le présenter à Beaubourg, mais Beaubourg est en travaux, donc peut-être un jour, je ne sais pas, la conciergerie, le CAPC à Bordeaux ou pas, ou ailleurs dans le monde. Mais si jamais vous entendez parler d'Oliver Beer et de Fonte de Gaume, allez-y. Et justement, en diffusant ce type d'œuvre, est-ce qu'on peut dire en quelque sorte qu'on a visité la grotte ou pas ? Visiter, non, je crois pas, mais en tout cas, donner l'envie de la visiter, ou d'autres grottes d'ailleurs, en fait, hein, de se retrouver confronté à des images préhistoriques comme ça, dont parfois on n'a même pas idée qu'elles existent. En fait, je crois que ça peut être un élément déclencheur extrêmement important. Ça ne remplace pas la visite de la grotte, mais ça donne envie de s'intéresser en tout cas à cette expression, à cette première expression
qu'est l'art préhistorique. Moi, j'aime bien, juste pour terminer sur cette réponse, une phrase d'Odilon Redon, qui était une poète, qui disait par rapport à l'art préhistorique, j'aime ce qui ne fut jamais. Et ça, voilà, ça résume la préhistoire. Merci. C'est assez confortable puisqu'on a du temps pour des questions. Et moi, j'en aurai une dernière à la toute fin pour le mot de la fin. Est-ce que vous avez des questions ? Merci. Je vais revenir sur la grotte Chauvet. Je me posais la question de la production de la réplique, de la copie physique, en termes de temps, parce que ça a l'air quand même assez colossal. Et aussi notamment les artistes qui ont produit ces œuvres qu'on a pu voir au sein de la réplique. Voilà. Malheureusement, je ne pourrais pas répondre complètement à vos questions, parce que je suis arrivé il y a 10 mois, hein, le projet a 12 ans. C'était un projet qui était fait assez rapidement, il y a eu 2 ans seulement de travaux. La plupart des... Vous m'entendez mieux ? Oui, pardon. Donc je disais, je suis désolé, je ne pourrais pas répondre complètement à vos questions, parce que je suis arrivé il y a 10 mois à Chauvet, donc je n'ai pas assisté à toute la jeunesse du projet. Je sais juste que c'était assez rapide, que ce soit les travaux des infrastructures et de la réplique, enfin des panneaux, ça a duré à peine 2 ans. La plupart ont été faits en Dordogne, et entre autres, c'est Gilles Tozello, dont vous parliez tout à l'heure, qui a fait les dessins, qui est un préhistorien, qui est basé du côté de Toulouse, si je ne dis pas de bêtises, et une autre personne, mais j'ai oublié son nom. Pardon ? Oui, il y a Gilles Tozello, mais je crois qu'il y a aussi un autre atelier qui a participé, mais Alain Dalis, oui, merci. Merci pour vos interventions. Moi, j'aurais une question plus sur l'imaginaire, pour le coup. Il y a beaucoup de productions d'art, de romans qui sont produits sur les grottes, justement. Est-ce que vous avez des expériences d'auteurs, d'artistes qui seraient venus s'inspirer des lieux et peut-être des anecdotes ? Voilà. Oui, c'est très fréquent que les artistes, surtout photographes et peintres, viennent voir les grottes. Il y a un cas, je crois qu'en France aussi, surtout à Chauvet, et c'est Miquel Barceló. Et Miquel Barceló vient beaucoup de fois voir des grottes parce que c'est une personne très sympathique, etc. Et alors, c'est une source d'inspiration pour lui, l'art rupestre paléolithique et les grottes en tant que moyen physique. Et aussi avec des écrivains. Et maintenant, en Espagne, il y a un petit... c'est un roman. D'un point de vue littéraire, à mon avis, ce n'est pas grand-chose. Mais c'est un roman qui combine les mystères, on dirait les thrillers, avec les grottes ornées, aussi les musées du Louvre, beaucoup de musées autour du monde, le musée d'anthropologie du Mexique, etc. Il fait tout un mélange. Et commencer les romans à partir de la grotte de Hornos de la Peña. Et après, il parle aussi de la grotte del Castillo, etc. Et ça, surtout dans le public, crée beaucoup d'expectations. Et il y a beaucoup de monde qui connaît d'après la grotte à partir de ces romans. Alors que c'est très, à mon avis, c'est très important, ce type de choses. Et en tout cas, parler avec des artistes, aller avec des artistes dans la grotte, etc., introduit des perspectives complètement différentes. Parce que normalement, dans mon cas, je suis archéologue, je suis préhistorien, etc., et je vois toujours la grotte d'une façon très concrète. Je pense toujours à reconstruire les contextes historiques, etc., mais quelquefois, des peintres, des écrivains, etc., qui donnent une perspective complètement différente, qui est toujours intéressante. Bon, pas particulièrement, non. En fait, ce gros projet-là, c'est vraiment déclencheur. Il y aura certainement d'autres demandes. Après, c'est toujours compliqué de faire venir des artistes. Néanmoins, la littérature autour de la préhistoire, c'est ce qui a attiré plein de gens dans les monuments.
sans remonter jusqu'à la guerre du feu, voilà, ou repris par les films aussi. J'ai évoqué Rahan tout à l'heure. Il y a toute une génération, ou 2 générations même, qui ont été fascinés par ça. Il y a aussi la saga des, je sais pas, Gene Orwell à un moment dans les années 80-90 sur les enfants de la Terre aussi. Et si on lit bien, on se retrouve dans la vallée de la Vézère, un peu en Espagne aussi, mais je crois la vallée de la Vézère. Et donc ceux qui connaissent bien ces sites-là, on voyage avec ces personnages-là. Et Gene Orwell, c'est assez romancé, etc. Mais il y avait un cautionnement scientifique à l'époque de l'université de Bordeaux, que je connais bien. Et voilà, c'est vraiment bien. Et je sais qu'il y a plein de gens qui sont venus, pour répondre à votre question, qui sont venus voir des grottes, voir des gisements préhistoriques aussi. En fait, marcher sur les pas des autres humains d'il y a 30, 40 ou 15 000 ans. Je complète. On a beaucoup effectivement de demandes d'artistes et ça serait presque un métier à temps plein de savoir ce qui est pertinent ou pas. Et je crois qu'il y a eu un film sur Altamira il n'y a pas si longtemps, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, hein. Voilà. Ça manque peut-être de films et de qualité. Je crois que la guerre du feu, bon, c'est pareil, ça vieillit. Hein. Oui, j'avais une question en fait sur la musique, parce que je crois me souvenir qu'il y a des points rouges dans les grottes en fait, qui correspondent à des moments musicaux particuliers. Oui, Patrick, je l'évoquais un petit peu tout à l'heure. En fait, des moments musicaux, ce sont des zones en fait que l'on estime qui ont été marquées par les préhistoriques parce qu'il y avait une résonance particulière pile à cet endroit-là. Et donc, en tout cas, c'est valable ça sur la grotte de Fondgom et peut-être sur d'autres endroits aussi. Donc, en fait, il suffit de repérer où sont ces points. Donc là, à Fondgom, c'est 5 points rouges disposés en cercle. Et effectivement, on a fait l'expérience avec Oliver et puis avec aussi un préhistorien, ami qu'on connaît ensemble, Marc Gronen, qui est professeur à l'université de Bruxelles et qui est aussi chanteur, qui a été chanteur d'opéra. Et donc, à certains endroits de la cavité qui sont marqués par ces marques, ces points ou autres, il y a une résonance qui est totalement différente d'une zone qui se situe à 2 ou 3 mètres un petit peu plus loin. Donc ça veut dire aussi que les préhistoriques, ils ont appréhendé cet espace sonore. Donc je le répète, la grotte n'est pas uniquement un espace graphique, n'est pas uniquement un espace soit d'habitat, c'est rare, mais soit de fréquentation ou de passage, mais aussi un espace sonore extrêmement important. Oui, sur ça, je veux dire une chose. Quelquefois, il y a une correspondance entre les espaces décorés et la sonorité, et des autres fois, non. C'est-à-dire que ce n'est pas très régulier. Oui, il y a une autre chose, c'est qu'autour de l'art rupestre paléolithique, il y a aussi tout un patrimoine immatériel qui a disparu, c'est-à-dire la musique, la danse, etc. Et que nous n'avons pas l'opportunité de les récupérer, mais qu'il faut penser qu'il a été là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Merci beaucoup pour vos présentations. Vous avez indiqué, chacun d'entre vous, la date à laquelle la grotte avait été découverte, le fait que parfois vous avez que la grotte accueillait beaucoup de public, puis non. Donc il y a aussi une temporalité dans le XXe siècle, la manière d'accueillir. Et ma question qui est très ouverte, donc je pense qu'on a 4 heures, c'est qu'est-ce que les grottes nous disent sur notre monde contemporain ? Dans le sens que, est-ce que ces grottes, aujourd'hui, dans la médiation que vous faites vis-à-vis des publics, au-delà de notre imaginaire, de Rahan, de la Familia Picapiedra, toutes ces choses-là, qu'est-ce que ça nous dit en termes de frontières, notamment, en termes de rapport à la nature? Enfin, est-ce qu'il y a un message qui est donné sur notre monde contemporain? Vous pensez que 4 heures, ça sera suffisant? Non, je dis ça sur le ton de la plaisanterie. La question a été évidemment extrêmement intéressante. Et je ne sais pas si Eduardo ou Christophe pourront y répondre. Moi, je suis bien embêté. En tout cas, ce sont des monuments, moi je tiens à ce mot, qui nous parlent, en fait, qui sont
qui nous parle et qui nous pose des questions sur le temps, sur la temporalité, sur le pourquoi de l'art, tout simplement, pourquoi l'art franchit des millénaires, certaines formes d'art franchissent des millénaires et d'autres ne franchissent qu'une dizaine d'années. Ça nous interroge sur les populations humaines. Ces hommes-là et ces femmes-là qui sont venus, en tout cas en l'état actuel des connaissances, sont plutôt des âmes, enfin des hommes anatomiquement modernes, hein, des homo sapiens, voilà, qui ont traversé des frontières, si les frontières existaient à l'époque, mais je ne crois pas. Donc, vous voyez, cette image-là de déplacement, de migration, sont des choses que l'on peut transposer sur le monde actuel. Et puis, la question, en fait, à mon avis, c'est la question de la transmission. Ces hommes-là nous ont transmis des images avec des messages tronqués. Ce que disait Eduardo à l'instant est très intéressant. La musique, la danse, ce qui se disait autour de ces représentations graphiques, en fait, parce qu'elles étaient certainement et évidemment accompagnées d'un discours. Tout ça nous échappe. Donc, mais il y avait de la transmission, elles nous sont transmises de manière tronquée. Qu'est-ce que nous allons pouvoir transmettre ? Et, moi, j'avais consacré ma thèse doctorale sur ce sujet. Alors, c'est énorme à répondre à ces questions. Mais en tout cas, il y a une chose, les grottes, c'est comme un miroir de la contemporanéité. On peut dire qu'on ne sait pas beaucoup de choses du paléolithique, okay, d'un point de vue surtout des choses qui ne sont pas matérielles. Alors, toutes les choses qui ne sont pas matérielles, nous avons l'inventé. Et par exemple, toutes les théories sur la signification de la rupestre paléolithique, c'est constamment un reflet de comment on conçoit, on dirait, l'homme primitif. Je dis l'homme parce que quelquefois c'est seulement l'homme, pas la femme. Pendant tout le XVIIIe siècle, tous les discours sur l'évolution, etc., ça fait autour de l'homme, pas la femme. C'est un trait de contemporanéité dans les discours. Et il y a aussi tout un discours évolutionniste autour de l'art rupestre d'un point de vue de comment évoluer l'art dans l'histoire, etc. Et c'est de la contemporanéité. Et c'est ça, surtout, c'est l'idée de l'art contemporain projeté sur les parois des grottes, l'idée de l'homme primitif, entre viril, qu'on fait à la contemporanéité, mais qui n'a pas aucun rapport à ce qu'il y a, par exemple, je ne sais pas, l'Australie, etc., qui sont des chasseurs-cueilleurs, etc., c'est une autre chose. Et aussi l'évolution, l'homme primitif et l'art. Ça, ce sont les trois S qui définissent notre relation avec l'art rupestre pendant tout le XXe siècle. Et je crois que d'une autre façon, mais aussi pendant le XXe siècle. Okay. C'est-à-dire qu'en tout cas, il y a beaucoup d'idées de la contemporanéité qu'on met sur les parois des grottes. Beaucoup. Mais ça, ce sont les principales, à mon avis. Merci, Eduardo. Juste pour compléter ce que je disais tout à l'heure, et je suis entièrement bien sûr d'accord avec Eduardo, ce qui nous manque aussi, c'est la vision du monde, en fait, de ces hommes et de ces femmes préhistoriques. Nous, au XXIe siècle, on a une vision du monde qui est totalement différente de celle de nos grands-parents. Ça remonte à 2 générations. Alors je vais dire comment oser, et je mets le mot oser en majuscule, avoir une idée de la vision du monde de population, même si de manière cognitive ils fonctionnaient comme nous, on peut le penser, mais quelle vision du monde avaient ces hommes et ces femmes-là? Et ça, on n'aura jamais. Tout à l'heure, j'évoquais, on a débuté comme ça avec cette notion de mystère, et là, il est permanent. Voilà. Et voilà. Oui, juste une petite réflexion. Moi, je trouve qu'effectivement, depuis le début du XXIe siècle,
vous, les préhistoriens, vous évoluez un petit peu dans justement cette science des hommes du Paléolithique, puisque moi j'ai fait des études par le passé aussi, et le roi Gourand, c'était la magie, et en fait, nous, personnes du XXe siècle, nous projetions sur ces images venant de si loin, de nos ancêtres, ce qu'on voulait y voir en fait, c'est ça. Et maintenant ça évolue beaucoup justement avec ces notions, il y avait de la musique, il y avait de la danse, ce côté intellectuel qu'il devait avoir, mais est-ce que c'est vraiment de l'art ou pas? Nous on le conçoit comme de l'art. Enfin, c'est tout ça tout ce contexte-là qu'on n'aura jamais, c'est ce qui est passionnant d'ailleurs je trouve, et de les prendre pour ce qu'elles sont, des images de ce passé très lointain. Et je trouve que des fois, on va trop surinterpréter ou mettre ce que nous, on a envie d'y voir, quoi. Et c'est ça qui est intéressant. Et je trouve qu'avec tout ce travail de numérisation aussi, où on va pouvoir être au plus près de ces œuvres ou de ces objets, je ne sais plus comment on pourrait les appeler, ça permettra de mieux comprendre déjà leur matérialité, comment c'est conçu, dans quel tout ce côté d'adaptation aux surfaces. Il faut penser que c'était dans la pénombre, voire dans l'obscurité. Enfin, il y a plein de choses. Et nous, je trouve qu'au XXIe siècle, c'était peut-être parce que c'est une science jeune, la préhistoire aussi, on n'avait pas encore avancé là-dessus. Et je trouve intéressant les pistes vers lesquelles partent maintenant par la préhistoire par rapport à tout ça, pour se re-questionner, en fait, je trouve. Et être un peu plus... neutre, je ne sais pas si on y arrivera, mais petit peu plus en recul par rapport à ces messages qui nous viennent de si loin. Voilà. Oui, je crois qu'il y a un petit changement pendant les 21 dernières années. Et surtout, on perçoit plus mieux tout ce qui est lié à la matérialité. Et aussi quelque chose qui sont très techniques, comme savoir la chronologie et tout ce type de choses. C'est-à-dire que dans ces domaines, on a évolué beaucoup. Et il y a une autre chose importante sur les questions liées à la signification, etc. Il y a d'un côté une perception plus critique sur notre idée en tant que société contemporaine sur ces idées qu'on a projetées sur les parois des grottes. Ça d'un côté, et d'un autre côté, il commençait à s'introduire une autre vision, on dirait, de l'art rupestre en général, à niveau global, et qu'en anglais s'appelle the ontological term, les virages ontologiques, peut-être quelque chose comme ça, et que c'est qu'on soit l'art rupestre à partir de la cosmologie et de l'ontologie des populations indigènes. Des populations indigènes qui pratiquent aujourd'hui aussi l'art rupestre, en Australie, Afrique du Sud, etc. Et ça nous permet d'avoir une autre vision sur l'art rupestre. Je ne vais pas dire qu'il y a une correspondance entre la forme de voir les images des chasseurs-cueilleurs contemporaines le paléolithique, mais en tout cas, il y a toute une pléiade de facteurs, des éléments qui changent beaucoup. Par exemple, la question de comment est-ce qu'il conçoit la surface de la roche, comment est-ce qu'il conçoit les colorants. Et tout ça, c'est complètement différent à nous. Nous concevons tout comme des choses mortes. Mais les populations indigènes ont une perception complètement, on dirait, animiste en général. Et ça introduit une vision différente de regarder l'art rupestre en général. Et aussi introduit de nouveaux éléments de recherche. Par exemple, maintenant, il y a beaucoup de thèses doctorales qui sont consacrées à étudier la relation entre les motifs et la surface de la roche. Et ça devient de ce type de perception. Alors qu'il y a des choses qui changent. Mais en tout cas, à mon avis, je suis un peu sceptique, il y a toujours une projection de la contemporanéité sur les parois des grottes.
Pour ajouter, tu as évoqué la notion d'art. Est-ce que c'est vraiment de l'art ou pas de l'art? Ça, c'est les questions. En tout cas, moi, des fois, je dis, je ne sais pas si c'était de l'art, mais en tout cas, c'était des artistes. Alors, ça ne veut rien dire comme réponse, peut-être, mais en fait, non, il ne faut pas oublier, Eduardo l'évoquait tout à l'heure, quand même le contexte et la volonté d'aller graver et d'aller peindre dans les grottes. C'est-à-dire, c'est pas un homme ou une femme qui, du jour au lendemain, il s'est dit, tiens, je vais graver, je vais peindre un cheval, il fait un truc magnifique comme ça, un geste de génie, ça peut exister, mais à mon avis, c'est très limité. Donc, à mon avis, il y a déjà un don à la base, mais il y a un entraînement, il y a une formation. Et puis aller dans les grottes pour aller peindre des fresques extrêmement exceptionnelles, on va dire, il faut amener le matériel, il faut amener les silex, il faut amener les colorants, il faut amener les liants, il faut amener les torches, il faut se déplacer, il faut amener les échafaudages quand on veut graver ou peindre à des hauteurs conséquentes, Et donc, voilà tout le travail d'élaboration qui peut se rapprocher des artistes contemporains, des artistes de l'Antiquité, etc. Avec, il y a des grottes fantastiques où on voit un super cheval et planqué dans un coin un autre cheval un peu manqué. Est-ce qu'il y avait la main du maître, el maestro, où il y avait l'apprenti qui était juste à côté. Voilà, donc. Voilà, des artistes avec tout le côté technique qui est extrêmement important, et ces nouvelles thèses qui sont axées sur l'image et l'utilisation du support vont mettre ça de manière encore plus en avant dans les prochaines années, bien sûr. Bien, merci beaucoup. Ça va être le mot de la fin, avec une dernière question. Que diriez-vous à une personne qui n'a jamais visité de grotte ornée ou de réplique de grotte ornée? Christophe, si peut-être vous voulez répondre en premier. Encore une question difficile à cette heure-là. Oui, pardon, je disais encore une question difficile à cette heure-là. Je ne sais pas ce que je leur dirais, mais je vois, pas au quotidien, mais pas loin, le plaisir qu'ont des visiteurs qui ne s'attendaient pas forcément à voir la qualité des peintures qu'on a à Chauvet, voilà, qui ont du mal à comprendre qu'effectivement, même si c'était il y a 36 000 ans, oui, on n'est pas contemporain, mais pas loin, et qu'il y avait... oui, c'était des artistes, moi je suis d'accord à ce que vous disiez. Voilà. Oui, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, nos visiteurs viennent vraiment avec des idées préconçues et complètement obsolètes de la préhistoire. Donc ouais, c'est quand même un plaisir de voir qu'ils repartent au bout d'une demi-journée à Chauvet en changeant un peu de regard sur cette époque. La question, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui n'a jamais visité une grotte, hein, c'est ça? Je dirais, c'est une réponse lapidaire. Oubliez tout ce que vous savez. Je le dirais, il faut y aller. C'est une expérience irremplaçable. C'est tout. Bien, merci beaucoup. On va s'arrêter là. Donc, comme je vous le disais, il y a